démarrer l'enregistrement. Donc, mon collègue vient de démarrer l'enregistrement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vois que ça continue de se connecter. Donc, on va quand même encore se laisser quelques minutes. J'avais dit les 5 minutes tarnaises. Au final, on est à 3 minutes. Donc, on va encore se laisser quelques minutes. Bonjour Jamel, comment vas-tu? Bonjour Mohamed, ça va et toi? Ça va, j'ai cru comprendre qu'il faisait un peu froid à la Cône, non? Ou ça va? Non, non, ça va, là, nous avons le soleil, là, ça y est, il est Vous avez sorti. le soleil. Bonjour à tous. Encore une petite minute et après on va embrayer pour pouvoir se laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ce webinaire sur la transmission reprise d'entreprise, regard d'expert, parce qu'on va aborder les aspects de la cession reprise d'entreprise après le Covid, même si on n'est pas encore totalement sorti du Covid, mais on considère que la vie économique reprend son cours, et donc de fait, c'est pour ça qu'on a parlé après le Covid. On va faire un petit focus sur 2020 principalement et un petit peu sur 2021 parce que les chiffres clés sur 2021, on ne les a pas encore. Donc, il y a une petite observation qui a été faite sur 2021 et on l'observe un peu sur 2022, mais ce n'est pas encore totalement confirmé. On y reviendra dans un deuxième temps. Donc, pour que le webinaire se déroule dans de très bonnes conditions, on va vous demander de couper vos micros, de poser vos questions par le chat. J'ai commencé à y répondre, c'est très bien. Comme indiqué, le webinaire est enregistré et nous vous enverrons le lien pour le replay et puis il est diffusé sur Facebook Live grâce à nos collègues mon collègue Lilian Fourcadier, que je remercie chaleureusement. Par ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement Jamel Samou qui est parmi nous et qui sera notre grand témoin. Je le mobilise alors que je sais que son entreprise actuellement connaît une petite turbulence. Jamel, avant d'embrayer, pouvez-vous vous présenter, nous indiquer votre entreprise, ce que vous faites, un peu qui vous êtes? Écoutez, je suis Jamel Azamoun, j'ai 53 ans, j'ai 2 enfants, j'habite Toulouse, mais je viens de racheter justement cette entité ici à La Cône, donc à 123 km de Toulouse. Et je suis issu du domaine industriel. J'ai 53 ans, donc ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine industriel qui est assez large, on va dire pétrolier, alimentaire et chimie, où j'ai eu en charge des projets assez divers et variés, qui prenaient en charge des équipes, des sous-traitants et des intervenants sur site pour des projets d'envergure, de revamping, c'est-à-dire d'extension d'activité ou de travaux neufs ou de modification d'installation. Donc, dans les domaines pétroliers, alimentaires, accommodation, habitation, etc. Et donc, depuis quelques mois, j'ai été victime entre guillemets, d'un licenciement suite à la période Covid. La dernière entité pour laquelle je travaillais depuis 5 ans n'a pas survécu. Et nous avons tous été licenciés sur cette filiale, du moins du groupe. Et à l'issue de ce licenciement en juin 2021, je me suis posé la question de racheter une entité. C'était un vieux rêve. Et puis, et c'est ce dont on va parler maintenant, parcouru les étapes nécessaires pour aller identifier l'activité qui me plaisait et l'entreprise qui était en phase avec mes attentes. Voilà. Et l'entreprise que vous avez reprise, elle est dans quel secteur? Alors, il est dans le secteur plomberie, climatisation, chauffage. Éloigné de ce que vous faisiez initialement, non? Non, pas du tout. Pas D'accord. du tout, dans la mesure où les passerelles sont faciles à faire. C'est sûr que c'est la dimension qui change et c'est la taille des équipes. Aujourd'hui, on est 6. Autrefois, j'évoluais dans des organigrammes beaucoup plus étoffés, on va dire, avec beaucoup plus d'étages. Mais en grande partie, les tuyaux, c'est toujours des tuyaux. Ils n'ont juste pas la même taille, pas les mêmes épaisseurs, pas la même matière. Les équipements intermédiaires, c'est toujours des chaudières, des climatisations ou des systèmes de transformation. Il faut s'adapter, bien sûr.
mais ce n'est pas impossible, non. D'accord. Et puisqu'on parle de crise, l'impact de la crise, a-t-il eu une incidence pour reprendre votre entreprise? Est-ce que ça influe sur votre décision de reprendre ou pas? Alors, à partir du moment où j'ai identifié le secteur dans lequel je voulais évoluer ou chercher à m'intégrer ou chercher à racheter une entité, j'ai donc aussi mis en phase avec ce choix le moment économique. Pour D'accord. ce qui concerne la plomberie, climatisation, chauffage, avec le Covid, mais en parallèle avec l'engouement général pour les énergies nouvelles ou pour l'attirance vers des modes d'émissions ou de moins d'émissions et de préservation de l'écologie, on se rend compte que les structures qui évoluent dans la plomberie, climatisation, chauffage, alors un peu moins pour la climatisation, mais pour ce qui est du chauffage et de la plomberie, on a énormément de demandes et on s'en rend encore plus compte actuellement du fait de l'accélération de la D'accord. mutation vers des équipements moins énergivores Tu vois, d'accord. et moins émetteurs de pollution. OK, d'accord. Bon, pour mettre en parallèle ce que vient de souligner Jamel Azamoum sur la partie l'effet de la crise a eu ou pas incidence sur sa décision, on va un petit peu balayer les objectifs de ce webinaire. L'objectif du webinaire étant de voir ensemble à la fois l'impact de la crise sur le marché de la cession reprise, le diagnostic de l'entreprise à réaliser pour pouvoir mener à bien son projet, les méthodes d'évaluation à privilégier, parce que la question va se poser de la valeur ajoutée d'une entreprise et donc qu'est-ce qu'on donne comme valeur à une entreprise qui a plus ou moins subi la crise. Et puis, essayez de brosser les questions que vous pourriez bien vous poser pour préparer votre projet, qu'on soit côté cédant comme côté repreneur. Et enfin, des points de vigilance, parce que la crise Covid nous a appris pas mal de choses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit parallèle pour vous dire qu'il y a, quand on parle du marché de la cession, on a deux grandes familles. La partie fonds de commerce et location-gérance, qui représente 80% des opérations, et la partie vente des titres ou cession-fusion des titres, qui représente 20% des opérations. Et c'est assez important de regarder en parallèle cet aspect-là, parce que quand les chiffres qu'on nous met en avant souvent, 30 000, 40 000, 50 000 sessions, parfois c'est les fonds de commerce et moins les titres. Pourquoi? Parce que les fonds de commerce font l'objet d'une publication légale afin de permettre aux tiers de se positionner, alors que la cession des titres est en désaccord de gré à gré. Souvent, elles n'ont pas d'obligation de publication. Et puis, c'est un changement de dirigeant principalement qu'il se fait quand il y a une cession de titres. Et donc, voilà, c'est la principale difficulté qui fait que parfois, on voit plus de chiffres sur la partie fonds de commerce et location-gérance que sur la partie cession des titres. Néanmoins, il est observé depuis 2010 une augmentation conséquente du nombre de fusions et de scissions et donc du nombre de cessions de titres. Ça s'explique parce qu'on monte des holdings pour reprendre une entreprise. Parfois, il y a des reprises familiales. Parfois, les salariés se positionnent pour reprendre l'entreprise à laquelle ils sont collaborateurs. Donc, ces éléments-là participent à favoriser le marché de la scission. Bon, ça, c'est un premier point qu'il fallait, un premier aspect qu'il fallait un petit peu brosser pour bien comprendre les chiffres qu'on nous met en avant, parce qu'à tort, on pourrait se dire, il y a tant de sessions, mais est-ce qu'il s'agit d'un fonds de commerce ou est-ce qu'il s'agit d'une cession de titres? Pour ce qui a trait au fonds de commerce, on a observé, avec la crise Covid, un nombre qui se stabilise, même si ça a diminué, mais on va dire que la crise Covid n'a pas fait un retournement du marché. On est passé de 28 000 en 2019 à 25 000. Si on observe sur une période de 10 ans, c'est une baisse comparable sur les années précédentes. Donc, c'est une baisse tendancielle. En Occitanie, si on observe, on voit qu'on est passé de 2945 à 2610. Les informations que je vous donne sont issues à la fois de l'étude Altares et de l'étude Bodac, qui nous permet de regarder ces éléments-là. À l'inverse, et là, c'est l'effet qu'on observe qui est un peu surprenant, on a vu le prix moyen de la cession augmenter. Nous sommes passés d'un prix moyen du fonds de commerce de 185 000 à 198 000. Effet de la crise oblige. Bon,
on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qui a pu impulser cette dynamique? C'est que potentiellement, il y avait moins d'offres sur le marché, il y avait des capacités d'achat un peu plus importantes, et donc on a observé cette augmentation des prix de transaction malgré la crise. Et là, comme je vous l'ai indiqué, il n'y a pas de prise en compte des cessions des titres dans les chiffres que je vous donne. Bon, on comptabilise que le nombre de titres tend à augmenter. C'est tant mieux pour les cédants et pour les repreneurs, parce que aussi les cédants réfléchissent aussi à ce mode de cession. La fiscalité participe aussi à favoriser ce type de cession, notamment la flat tax ou la fameuse taxe Macron, qui permet de minorer potentiellement la cession des titres et de ne pas avoir une double fiscalité quand on est sur une cession de fonds de commerce. Je n'aborde pas spécifiquement cet aspect fiscal de la cession, parce que d'une part, c'est très technique. De deux, les cédants comme les repreneurs, vous avez des conseils spécialisés qui peuvent vous éclairer à ce sujet-là. Et puis, c'est tellement évolutif qu'il devient compliqué d'aborder cet aspect-là. Ce qu'on observe côté cession, on observe aussi côté repreneur. Côté repreneur, on a vu une augmentation du prix médian. Bon, le prix médian, il est passé en moyenne de 220 000 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce à 240 000 euros, soit quasiment une augmentation de plus de 10%. Une hausse du nombre des candidats à la reprise de plus de 12%. Ça, c'est les chiffres que nous observons, nous, au niveau de la CCI, au niveau France. Et puis, une demande toujours aussi forte, mais une exigence plus importante en termes de rentabilité et au niveau du modèle économique. À ce sujet, Jamel, comment est né votre projet? C'était le souhait de vous installer à votre compte? Quel a été votre process pour reprendre cette affaire? En fait, l'enchaînement se fait de la manière suivante. Donc, j'ai un licenciement. Ensuite, comme tout un chacun, on doit discuter en interne avec son épouse, surtout, et ses enfants, et être sûr d'avoir leur adhésion. Je pense que c'est important. Et les faire participer à l'élaboration un petit peu des axes dans lesquels on va. Pour ma part, j'ai donc identifié le secteur dans lequel je voulais me retrouver. J'ai le téléphone qui sonne, je suis désolé, quelques secondes. Voilà. Donc, une fois que j'ai identifié le secteur d'activité, donc c'était la plomberie et les chaudières et le chauffage en général qui correspondaient le plus à mon secteur d'activité et mes compétences. J'ai aussi analysé ma compétence managériale. Et ça, je pense que c'est important aussi pour permettre aux futurs repreneurs, enfin, aux futurs cédants, de se rendre compte qu'on a la compétence pour techniquement endosser la responsabilité, mais aussi au niveau du management d'une équipe. Je pense qu'à un moment, il faut avoir la maturité et l'expérience pour le faire, sachant que le management, c'est pas une science exacte. Donc, du coup, ça change tous les jours. Il faut juste avoir assez de recul pour l'anticiper ou l'intégrer dans ses choix. Bref, tout ça pour dire qu'une fois que le secteur d'activité a été identifié, j'ai pu aller tout simplement sur Internet et voir quelles entités ou quels moteurs de recherche ou quels réseau pouvaient m'alimenter en offre. Donc, j'ai identifié ces entités-là. Alors, c'est BPI France, c'est pour les institutionnels, et puis après, il y en a d'autres, les FUSAC et autres pour les privés. Donc, j'ai passé en revue les offres. J'en ai identifié, alors je m'étais donné un objectif de 5 à 7 entreprises à aller visiter. J'en ai visité au final 5. Sur les 5, il y en a 4 avec qui j'ai continué à discuter, mais très vite, j'en ai écarté 2 pour en garder 2 seulement parce que au fil de l'entonnoir qu'on crée, on se rend compte qu'il y a des incompréhensions peut-être d'un côté ou de l'autre dans la lecture de l'offre et dans la compréhension de cette offre, qu'elle soit technique ou financière. Donc, du coup, au final, les 2 entités que j'ai retenues, j'ai écarté la dernière parce qu'elle ne correspondait pas à, on va dire,
mon chemin pour le futur, dans le sens où il s'avérait que pendant notre négociation, 2 personnes démissionnaient, donc du coup, ça diminuait l'équipe et on n'avait plus le même contexte qu'au départ. Donc, il ne me restait plus que la société Calverac, avec qui j'avais une bonne approche après quelques visites. La première, du fait de notre rencontre avec la société Linka, l'agent qui nous a mis en contact, puisque très rapidement, quand on est sur Internet et qu'on identifie une société, il y a un intermédiaire qui apparaît et qui vous met en relation. Et donc, ça nous a fait organiser nos rencontres. Ce qu'il faut retenir quand même, qui est très important pour moi, hein, dans mon retour d'expérience sur cette démarche, en tout cas, c'est que l'humain est très important. Comment l'expliquer? La rencontre avec le cédant, c'est toujours, pour moi, comment expliquer? Voir si les valeurs des uns et des autres sont en phase. Pourquoi? Parce que surtout dans le cas qui me concerne, le cédant est resté dans notre équipe aujourd'hui. D'accord. Donc, il est en charge et responsable de l'équipe qui était déjà en place. Je ne suis que la partie technique, dans les choix techniques. Je suis aussi la partie commerciale et la partie chiffrage. Il garde en main la partie opérationnelle sur site et chez chaque client. Donc, il est important qu'on ait un peu les mêmes valeurs et les mêmes approches humaines pour pouvoir travailler ensemble au quotidien. Ce n'est peut-être pas le même cas quand on rachète une entité et que le cédant disparaît ou part après la vente finale. Voilà. Justement, c'est un exemple intéressant parce que souvent, on a tendance à penser que le cédant peut partir. Or, on peut capitaliser. Donc, si je comprends bien, est-ce que l'humain détermine sur la relation que vous avez, Absolument, vous et le cédant, et la façon dont vous pouvez potentiellement fonctionner par la suite, si je comprends bien. Surtout qu'il préparait son départ à la retraite, donc il a 5 ans devant lui, et je pense qu'il est entré dans une bonne démarche, et je crois que c'est assez répandu. On a pas mal de cédants, de ce que j'ai lu peut-être, mais aussi de ce que j'ai entendu ici et là, pas mal de départs à la retraite qui se préparent, et donc des gens, et surtout dans le monde rural dans lequel on est aujourd'hui, où ils ont une crainte de la mort de ces petites entreprises, où il y a 4, 5, 6 employés et qui peuvent générer une inquiétude auprès du propriétaire pour l'avenir. D'accord. Pour rejoindre les aspects liés à votre activité, il y a une question qui est posée, je répondrai dans un deuxième temps. La question qui se pose, c'est comment vous avez pu faire, bon, vous êtes sur un secteur plutôt en demande, puisque le plomberie chauffagiste manque de main-d'œuvre et donc on est sur un secteur en tension. Quelle a été l'analyse faite par rapport à la fois à la concurrence et de quels chiffres vous avez disposé pour vous positionner? Parce que vous m'avez parlé de lui-même, mais vous avez dû avoir des chiffres en main pour faire une première étude du dossier. Alors, là, je reprends la première étape, c'est quand j'ai étudié les secteurs d'activité dans lesquels je pouvais éventuellement me retrouver. En parallèle de ça, j'ai quand même à l'esprit en permanence la cohérence avec et la pertinence, entre guillemets, d'avoir un marché permanent dans ce domaine. Pour ce qui est de la plomberie, chauffage, climatisation, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des domaines dans lesquels on a une demande grandissante. Il n'empêche que pour l'analyser géographiquement, on a des outils sur Internet, des données statistiques. On peut voir par région, par village même, les demandes. Et là, ici, pour ce qui est de l'ACON 81-230, on est 2 entités ici à l'ACON qui couvrent une demande. Alors, pour être honnête et pour l'avoir étudié avant d'avoir pris ma décision, aujourd'hui, chez M. Calverac, on répond entre 66 et 70% des demandes. Ça veut dire qu'il en reste plus de 25% qui ne sont pas satisfaites. Donc, on était vraiment en dessous. Est-ce que j'avais les bonnes informations avant de prendre ma décision? Je le crois.
parce qu'il m'a suffi de faire une visite ici et d'aller m'arrêter, enfin, pour être honnête, je me suis arrêté tout simplement à un bar tabac du coin et puis j'ai posé des questions assez succinctes pour avoir une tendance. Et puis les gens étaient tous à me dire qu'ils avaient du mal à trouver un plombier. Et je pense qu'on a tous ça à l'esprit pour trouver un plombier, un électricien, un carreleur, tous ces domaines-là manuels deviennent très compliqués en main-d'œuvre et on pourra revenir à ça si vous le voulez tout à l'heure. L'apprentissage, la manière de pouvoir capter des intervenants spécialistes dans ces domaines-là, c'est très difficile. Il y a une question qui est soulevée par rapport au site Internet. Dans l'analyse de la concurrence, vous avez les sites INSEE qui sont assez importants, qui donnent les tendances sur le nombre d'entités existantes sur le secteur. Vous avez les études de marché que nous proposons. Bon, Jamel n'a pas eu recours, mais les études de marché que nous proposons via les chambres consulaires qui permettent d'analyser le secteur d'activité existante. Vous avez aussi, par nos confrères BPI, qui ont aussi une vision. Vous avez Odile, le site Odile qui permet aussi d'aller analyser. Mais néanmoins, il y a pas mal d'outils, à la fois en ligne et auprès de vos chambres consulaires pour analyser le marché et le potentiel secteur. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect qui est assez important par rapport à l'analyse de la concurrence, et il vient de le souligner, c'est une analyse terrain. L'idée qu'il y a derrière, c'est j'envisage de reprendre un secteur d'activité qui est déterminé, tant mieux, pourquoi pas. Et par rapport à ce secteur d'activité, je me dois à un moment donné d'aller faire une enquête terrain, d'aller regarder un peu comment se comporte la tendance, quelle est la demande réelle. La fameuse étude de marché qu'on met en avant et qu'on souligne pour tous les créateurs d'entreprises, elle devient encore plus importante pour un repreneur d'entreprise parce que vous bénéficiez d'un existant, mais d'un existant que vous ne maîtrisez pas. Donc, dans les différents secteurs d'activité sur lesquels vous voulez vous positionner, il faut analyser macroéconomiquement l'entreprise existante, mais aussi analyser au niveau micro, par rapport à la zone de géolocalisation, quelle est la tendance sectorielle, pour avoir une idée si oui ou non ça vaut le coup de se positionner sur le secteur en question. Mais on y reviendra un peu plus tard lors du diagnostic de l'entreprise parce que c'est un élément clé qu'il faut avoir en tête au moment où on envisage de reprendre. Pour continuer sur la partie crise Covid et reprise, à aujourd'hui, on a observé que certains secteurs d'activité, notamment sur la partie vente de fonds de commerce, sont diamétralement opposés de la pensée populaire. On pensait tous que la restauration serait des secteurs qui auraient connu des difficultés avant. Pourtant, c'est l'un des premiers secteurs qui a connu les cessions les plus importantes, notamment les cessions de fonds de commerce. Débit de boissons, boulangerie, pâtisserie, coiffeur, entretien, réparation de voitures. Tous ces métiers-là ont connu une forte transmission parce que d'une part, c'était l'opportunité pour certains de partir parce que la crise, on n'envoyait pas de visibilité. Et puis, dans d'autres cas, c'était l'opportunité pour des entreprises déjà existantes de se renforcer et donc de renforcer le modèle économique. Donc, quand on veut céder, et là, je parle aux cédants, quand on veut céder parfois, il faut aussi faire un petit peu de croissance externe, soit aller absorber une entreprise concurrente, soit aller absorber un client, soit aller voir si je ne peux pas faire des synergies avec les confrères existants. Et là, ça devient quelque chose d'intéressant puisque je renforce mon modèle économique et je viens pallier à une insuffisance que j'aurai ou que je constaterai et que le repreneur potentiel pourrait aussi constater. Ce qui ressort au final des impacts de la crise, je vous ai vu en chiffres, je vous ai donné les chiffres, je vous ai donné les tendances. Ce qu'il en ressort en réalité, à aujourd'hui, c'est que la crise Covid a eu un effet sur 3 volets. D'une part, les entreprises disposent d'un peu plus de cash. Le PGE, parce que les PGE ont permis à certaines entreprises d'asseoir et de bénéficier d'un peu de trésorerie pour pouvoir maintenir leur activité. De deux, il y a une baisse importante du nombre des ventes, mais pas un retournement. C'est une baisse tendance. Si on observe sur 10 ans, c'est une baisse tendancielle et ça correspond à la tendance qu'on observe sur les 10 dernières années. Donc, la crise Covid n'a pas eu l'effet escompté par rapport à la baisse des ventes. De deux, on a un développement de la participation et de ce fameux duo win-win entre le cédant et le repreneur. Sur l'affaire de Jamel, on voit que le cédant est impliqué parce que d'une part, il prépare sa retraite, mais il est partie prenante au développement de l'activité en gardant un poste. Dans d'autres cas, le cédant est amené à mettre la main au portefeuille parce que il va faire un crédit vendeur, il va faire Jamel, je pense que votre cédant fait aussi un peu de crédit vendeur sur le stock, oui. Oui, sur le stock. Donc, ce qui veut dire qu'au final, il participe là où à un moment donné,
on vendait et puis on ne discutait pas. Maintenant, le cédant est amené aussi à mettre la main au portefeuille pour faciliter le financement de l'entreprise. Un dernier élément, c'est le report de certains investissements. Certains investissements qui étaient programmés en 2019, 2020, 2021 sont reportés, juste le temps de voir si le modèle économique ne se retourne pas et si on ne peut pas accentuer l'investissement pour aller capter de nouvelles parts de marché. Au final, bon, les conditions de cession sont peut-être moins favorables qu'en 2019, mais néanmoins, on est sur une tendance globale. Et donc, à aujourd'hui, les conditions pour céder restent somme toute entendables, à la fois pour le cédant comme pour le repreneur. Donc, la crise Covid, on se disait que ça allait retourner la France concernant la partie cession-reprise. Ça a eu une incidence moindre que ce qu'on attendait. De plus, les tribunaux de commerce ayant été fermés, la machine judiciaire ayant été au ralenti, on n'a pas eu les défaillances, le nombre de défaillances qu'on attendait et je ne pense pas qu'on l'aura. Pour observer ce qui a été observé en 2021, bien qu'en 2022, on commence à avoir une tendance un peu à la hausse des défaillances d'entreprises, mais les tribunaux de commerce, comme les greffes, toutes les statistiques qui sortent font penser qu'au final, le mur de la défaillance d'entreprise, peut-être qu'on ne l'aura pas. Et donc, à aujourd'hui, il peut être pertinent, cédant comme repreneur, d'envisager leur cession d'entreprise, comme a pu le faire M. Calverac et Jamel Azamoun pour ce dossier en question. Pour partir dans de bonnes conditions, il faut cerner les étapes. Jamel, tout à l'heure, nous a parlé des étapes clés pour bien céder ou pour bien préparer son projet. On va mettre en parallèle cédant et repreneur pour que chacun d'entre vous puisse voir par quelles étapes cédant et repreneur passent pour amener bien à son projet. Dans un cas, sur le cédant, il va définir son projet de cession en déterminant ce qu'il va céder. Est-ce qu'il est prêt à vendre ou pas? Aujourd'hui, on estime que le délai pour vendre, c'est entre 3 et 5 ans quand l'entreprise n'est pas totalement préparée et c'est entre 6 et 24 mois quand l'entreprise est prête à être cédée. Pour vous, Jamel, ça a pris combien de temps entre le moment où vous avez eu le contact et le moment où vous avez repris les clés de l'entreprise? Ça a duré combien de temps entre les deux? Ça a commencé fin octobre. 5 mois. 5 mois effectifs. Ouais. Entre le premier contact et la signature effective. Bon, au final, ce qui nous démontre qu'au final, la moyenne entre 6 et 24 peut être plus basse une fois qu'on a bien défini le process dans lequel on va rentrer pour céder. Monsieur Calverac, c'est vrai, je l'ai rencontré moi un peu plus tôt, puisque j'ai rencontré quelques mois avant qu'il ne vous rencontre Jamel. Et donc, on avait défini la partie valorisation et la partie organisation de son activité. De deux, un élément important qu'il faut avoir en tête pour le cédant, c'est établir un diagnostic de votre entreprise. L'idée du diagnostic, on le verra un peu plus tard, va permettre d'identifier les points forts et les points faibles de votre entreprise, mais surtout les axes d'amélioration. Sur quels éléments je peux m'améliorer et donc, est-ce que ces axes d'amélioration nécessitent que j'investisse maintenant ou est-ce que ça va être à la charge du repreneur? Une fois que j'ai identifié ces points forts et ces points faibles, je peux être en mesure d'évaluer mon entreprise. On évalue l'entreprise qu'une fois qu'on l'a diagnostiquée, pas en fonction d'un prix qu'on souhaite, mais en fonction des forces et faiblesses de l'entreprise, ce qui permettra d'avoir un dialogue constructif avec le repreneur. Une fois que tous ces éléments sont déterminés, on élabore ce qu'on appelle le plan de transmission et le profil de successeur envisagé. Là, en l'état, pour prendre le cas de M. Calverac, il était parti dans une optique de trouver une personne avec des compétences types comme les siennes. Le porte-robot, l'homonyme, il devenait en quelque sorte le père spirituel, ce qui n'est pas le cas quand il a rencontré Jamel. Par contre, il partageait la même vision sur le modèle économique qui était le sien. Et après, on va sonder le marché et les repreneurs éventuels, et puis on vient négocier et conclure la vente. Ça, c'est les étapes liées à la cession par rapport à un parcours du cédant. Si on s'attarde sur cet aspect-là, et si on regarde les impacts liés à la crise Covid, on pourrait se dire, M. Calverac, il a 50 et des poussières, donc l'âge du cédant est important pour céder. Non, non, ce n'est pas l'âge du cédant qui est déterminant, c'est la taille de l'entreprise. Si on est sur une TPE de moins qui n'a pas de salariés, on va avoir un taux faible en termes de cession. Parce que le nombre de personnes pouvant se positionner va être faible parce qu'il faut nécessiter une compétence technique. Je pense que peut-être que Jamel, vous me confirmerez, mais au moment où vous êtes positionné, s'il aurait fallu prendre la compétence technique, ça aurait été un frein éventuel pour vous positionner ou pas?
Ah, c'est très clair, il était hors de question pour moi, enfin, mis à part de manière ponctuelle, que d'aller prendre la caisse à outils et d'aller poser des tuyaux. Enfin, ce n'est pas mon ambition. Enfin, aujourd'hui, j'ai des compétences ailleurs et c'est celle que je voulais développer, oui. D'accord. Donc, ce qui me démontre qu'au final, plus on est sur une TPE, plus c'est difficile de transmettre. Et c'est normal parce que la compétence technique est mise en avant. Le deuxième aspect, c'est que sur une TPE avec des salariés, on est sur un temps intermédiaire. Généralement, pour les départements du Tarn, c'est la typologie plus importante par rapport à nos entreprises sur le département du Tarn. Et donc, le taux est plus important pour nous, pour le département, mais au niveau national, on est sur un taux intermédiaire. Quand on attaque les PME, PMU, on est sur un fort potentiel parce que c'est la majorité des entreprises françaises, on est sur de la PME, PMI et que c'est celles qui se transmettent le plus. Et après, quand on attaque sur la partie ETI, comme elles ont un potentiel de développement plus conséquent et qu'elles attirent beaucoup plus d'investisseurs et donc de repreneurs personnes morales, bon, on est sur quelque chose qui attire fortement. Et donc, à aujourd'hui, si je devais dresser un portrait robot du cédant, l'âge du cédant moyen il est de 53 ans. En 2020, il était de 53 ans. Il est en recul par rapport à 2019 parce qu'il était à 52 ans, on est à 53 ans, l'âge moyen du cédant. L'âge moyen du repreneur, ce n'est pas pour vous faire offense, Jamel, mais on est sur 42-43 ans parce que c'est l'âge moyen qu'on observe sur les repreneurs éventuels. Et quand on met en parallèle entre les deux, ce qui est déterminant pour reprendre une entreprise, ce n'est pas tant l'âge du cédant, parce que plus on avance dans l'âge, plus la cession devient difficile. Pourquoi? En l'espèce, si M. Calverac avait dû céder à 60 ans, il aurait été plus exigeant en termes de prix. Il aurait été plus exigeant en termes de concession. Il aurait été plus exigeant en termes de volonté de fonds à reprendre avant de céder. Or, en l'espèce, il a préparé son projet de cession en se disant « je vais aller à la retraite, je prépare ma retraite, donc le fruit de la vente va m'accompagner, va me permettre de préparer sereinement mon projet de retraite. » De l'autre côté, Jamel qui a repris, s'est fixé un plafond de positionnement et je pense que le prix a été entendable des deux côtés. Pour avoir évalué l'entreprise, je considère que le prix par lequel vous êtes tombé d'accord est le prix du marché, un cran en dessous du prix du marché, mais parce qu'il y avait la volonté de cet accompagnement du cédant pour accompagner le repreneur et de sa préparation au départ à la retraite. Donc, se focaliser sur l'âge du cédant, oui, c'est important, mais si on veut potentiellement maximiser ses chances de réussite, il convient de se préparer en amont parce que plus on cède en amont, plus on est en capacité à discuter avec le repreneur et à trouver des schémas permettant un accompagnement plus serein pour une transmission à plus long terme. Peut-être, Jamel, vous avez une remarque par rapport à Je ça? voulais juste revenir sur un point avant qu'on passe enfin, comme vous poursuivez là. Ce que je disais à propos de l'incidence du Covid ou de l'environnement économique n'est valable que pour la plomberie, chauffage, climatisation. Je ne sais pas si on devait comparer à des domaines de la restauration ou ailleurs, peut-être que les prix des cédants ont été impactés parce que je le sais, je le sais dans mon cercle, je sais qu'il y a des propriétaires de restaurants ou d'entités restauratrices qui étaient de belle taille, qui se sont cassés la gueule et à la vente, ça a été vraiment bradé ces 2 dernières années. Donc voilà, pour juste dire que dans mon domaine, vraiment, il n'y a pas eu cette incidence. Peut-être dans d'autres domaines. Là, aujourd'hui, les secteurs qui ont connu, les secteurs qui ont été fortement impactés par la crise, forcément, le prix a un peu diminué. Mais ce qu'on observe globalement, et ça, on l'observe sur 2020 et 2021, ce qu'on observe globalement, c'est qu'on a une revalorisation du montant des cessions. Et c'est ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on se dit que la crise est venue impacter certaines activités, mais on a quand même une valeur des transmissions qui a augmenté. En même temps, oui et non, parce que le nombre de repreneurs étant plus conséquent, les modèles économiques ayant été un peu travaillés, parce que la crise a forcé certaines entreprises à renouveler le modèle économique, forcément derrière, il y a des investissements et de la valeur qui est venue, en quelque sorte, redonner un peu de cachet à des entreprises. Je prends le cas du commerce, pour accompagner certaines entreprises commerciales, le commerce de l'habillement, le commerce alimentaire. Certaines se sont bien vendues, d'autres se sont un peu moins vendues. Celles qui se sont un petit peu moins bien vendues, c'est celles qui, à un moment donné, n'avaient pas fait l'effort d'aller chercher sur du click d'aller chercher du click and collect, d'aller chercher de la vente emportée, de se positionner sur les nouvelles manières dont les consommateurs
consomme. Donc, si on ne se positionne pas sur la demande, forcément, mon prix de cession diminue. Et donc, les investissements à réaliser à court terme ou à moyen terme sont importants parce que c'est ce qui va, en quelque sorte, redonner du cachet à l'entreprise au moment où je vais la céder. On pourrait se dire, mais si je veux céder, quelle question va se poser le cédant? Ou vous, cédant, quelle question vous devez vous poser? Parce que je viens de vous montrer que la taille influence fortement le taux de cession et que l'âge n'a pas forcément une grosse incidence. Les questions à vous poser, elles sont exhaustives. Là, j'en limite quelques-unes, mais l'idée, c'est pourquoi vous voulez vendre? Qu'envisagez-vous de céder? Est-ce que je vends le fonds de commerce? Est-ce que je vends les titres? Et pour quelles raisons? À quelle échéance vous envisagez de le vendre? Est-ce qu'au final, je vends maintenant ou dans 2 ans ou dans 3 ans? Et donc, comment je prépare mon entreprise? Qui pour vous succéder? Quel est le profil de repreneur éventuel que vous envisagez pour vous succéder? L'entreprise est-elle vendable en l'état? Aujourd'hui, est-ce que si vous deviez donner votre entreprise à un proche parent, si vous êtes cédant, si vous deviez donner votre entreprise à votre fils ou à votre fille, la donneriez-vous en l'état ou feriez-vous des investissements? Si c'est le cas, pourquoi ne pas les faire, ces investissements-là? Pourquoi voulez-vous qu'un repreneur reprenne l'entreprise que vous ne donneriez pas en l'état à votre enfant? Donc ça, c'est des éléments qu'il faut vous poser. Est-ce que l'entreprise est-elle vendable en l'état? 2, quels sont les investissements à réaliser? Il faut déterminer les investissements à la fois à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que ça va être une clé de négociation avec l'éventuel repreneur. Si les investissements ne sont pas importants, une clé de négociation. Si les investissements sont conséquents, ça va forcément brader le prix. Donc, quels sont les investissements? Et pour les avoir identifiés, ça permet aux éventuels repreneurs de dire oui, j'ai identifié qu'il faut que je remplace ma machine. J'ai identifié que je remplace le véhicule. Je ne l'ai pas remplacé pour telle raison. Et ça donne un argument et on discute en totale transparence. Et puis, un élément qui remonte souvent chez les cédants, c'est êtes-vous réellement décidé à vendre? Êtes-vous réellement décidé à partir? Et quelles concessions êtes-vous prêt à faire? Parce que vous voulez garder le salarié, vous avez un proche parent qui est dans l'entreprise, vous voulez à tout prix maximiser les gains sur tous les côtés, ce qui n'est pas possible. Donc, quelles concessions êtes-vous prêt à faire? Une fois que vous êtes posé sur cette étude de questions, on peut entamer et envisager la discussion avec l'éventuel repreneur. On peut se dire, bon, ben, je sais ce que je veux faire, je sais comment mon entreprise est organisée, je connais les forces et les faiblesses de mon entreprise et les améliorations. Je peux passer à l'étape suivante. Et les négociations capotent pour remonter ce qui nous remonte assez souvent et ce que soulignent nos confrères, qu'ils soient privés ou institutionnels, les négociations capotent pour plusieurs éléments. 1, une absence de transparence. 2, un manque de préparation. 3, une absence de volonté de céder. Je veux, mais en même temps, je ne veux pas. Je fais jouer le jeu de la négociation. C'est celui qui offre le plus qui va reprendre. Et ça fait perdre potentiellement les repreneurs éventuels. 3, un manque de diversification de l'activité. L'activité ne présente pas cette diversification. Il n'y a pas de perspective de développement. Il n'y a rien qui est mis en avant. Donc, le repreneur se dit, c'est une vache à lait, mais qui est déjà en phase de récession. Il n'y a rien à faire, donc ce n'est pas la peine que je me positionne. La faible maturité du digital. Là, maintenant, avec le Covid, on sait que le digital est devenu un élément important. Donc, si je ne suis pas mature digitalement parlant, eh bien, potentiellement, je suis écarté. Et là, on a un accompagnement spécifique qui peut vous aider. Les économies d'échelle très limitées. Si je n'ai pas d'économie d'échelle, comment je peux potentiellement attirer un repreneur éventuel? Et puis, la faible rentabilité de l'affaire. Par rentabilité, j'entends le fait que l'entreprise soit en mesure de permettre le paiement du repreneur d'un côté, son salaire actuel et qu'il entend, de se rembourser, mais surtout d'investir sur l'avenir. Voilà la rentabilité d'une entité. Une entité doit être rentable quand elle couvre ces 3 aspects-là. Pas seulement couvrir les charges, pas seulement atteindre son seuil de rentabilité, mais couvrir ces 3 niveaux-là. Et ça, c'est un élément important. Et donc, ces aspects-là, vous devez les avoir en tête pour faciliter le projet de reprise. Parce qu'une fois qu'on se pose la question, c'est si mon entreprise devait disparaître, combien de temps faudrait-il à mes concurrents pour qu'ils la remplacent? Ça, c'est une première question. Et quelle est la réelle valeur ajoutée à part vous-même par rapport à votre entreprise? Et qu'est-ce qui ferait que les clients viendraient chez vous et n'iraient pas voir ailleurs? Si vous disparaissez et que quelqu'un vous remplace, c'est qu'au final, la réelle valeur ajoutée, elle n'y est pas et qu'elle repose que sur vous. Et là, ça devient difficile pour un repreneur éventuel. Donc, c'est un élément important pour avoir en tête que pour céder, il y a pas mal de questions à se poser et qu'il faut balayer toutes ces questions parce que le repreneur va venir pointer ces aspects-là et qu'il va se poser les mêmes questions que vous. Pourquoi reprendre cette entreprise? Et qu'est-ce qui va me motiver à me positionner? Quel est le modèle économique? Où vais-je aller avec cette entreprise-là? Donc, si je n'ai pas de perspective de développement, ça devient compliqué pour un repreneur éventuel. Et pour le repreneur,
comment ça marche? Quel est son parcours? Le parcours du repreneur, il est assez simple, il est comme le vôtre. Il va, dans un premier temps, valider son projet de reprise et formaliser et se former si nécessaire. Là, dans le cas de Jamel, il va y avoir une formation spécifique parce que c'est un métier qui va nécessiter une réglementation et que la compétence est possédée par le dirigeant et qu'il faut avoir cette compétence-là pour pouvoir continuer d'exercer. Deux, trouver une cible. On l'a très bien souligné, Jamel, en disant, bon, ben, potentiellement, j'ai regardé, j'ai observé, ouvert, marché fermé. Définir entre acquisition de fonds de commerce et acquisition de titres. On ne reviendra pas dessus parce que ça fait l'objet d'un atelier plus poussé, mais je choisis d'acquérir le fonds de commerce et d'acquérir les titres. Quelle est la différence entre les deux? L'un, quand j'achète les fonds de commerce, je peux potentiellement remettre de l'amortissement sur le matériel que j'acquiers. L'autre, quand j'achète les titres, je ne peux pas refaire de l'amortissement. De deux, quand j'acquiers les titres, potentiellement, la banque peut me demander un niveau d'apport un peu plus conséquent. Quand j'acquiers le fonds de commerce, comme il peut y avoir un nantissement sur le fonds de commerce, un nantissement qui peut aussi se faire sur les titres, mais néanmoins, la banque va jouer le jeu entre l'acquisition du matériel, l'acquisition de la clientèle, plus le stock, et puis la possibilité d'avoir, comme a eu Jamel, un crédit vendeur sur le stock, ça peut aussi faciliter l'acquisition du fonds de commerce. Donc, ces schémas-là font qu'on peut hésiter entre l'acquisition du fonds de commerce et l'acquisition des titres. Mais comme je le dis, on reviendra dessus sur un atelier un peu plus poussé entre distinction fonds de commerce, acquisition d'un fonds de commerce ou cession d'un fonds de commerce ou cession du titre pour mettre en parallèle les deux et avoir une étude un peu plus poussée. Et réaliser des diagnostics. On réalise des diagnostics. Pour l'un, c'est un petit diagnostic. Pour les autres, ça peut être des audits. Le diagnostic est nécessaire avant la phase d'audit. Parce qu'un repreneur va diagnostiquer l'entreprise, diagnostic stratégique, diagnostic financier, diagnostic juridique, voir au final dans quel environnement l'entreprise évolue et qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui dégage de la valeur par rapport à cette entreprise-là, de manière à se sécuriser par rapport à ce qu'il observe pour après le faire valider via un audit auprès de son conseil comptable ou expert juridique. 3, il va se fixer un prix de cession ou de reprise. Il va se dire au final, si le cédant doit vendre, j'ai son prix de cession, ça doit être celui-là. Donc, mon prix de reprise doit être celui-là. Donc, il va fixer un prix de cession envisageable. Et puis, il va construire un business plan au vu de ce prix de cession et après, engager et conclure les phases de négociation. Quand il va fixer son prix de cession, il va déterminer entre l'apport personnel et l'apport qu'il va mobiliser ou la rentabilité économique de l'entreprise. On verra tout à l'heure, quand on verra la valorisation, bon, les deux, parfois, peuvent ne pas s'entendre. Mais néanmoins, il faut quand même avoir un prix de cession qui soit entendable et cohérent par rapport à l'entreprise que vous ciblez. Jamel, à un moment donné, vous nous avez parlé du prix, donc le prix n'a pas été trop discuté si j'ai bien compris, mais la banque vous a-t-elle accompagné et quelle relation avez-vous avec cette banque au final? Pour être honnête, c'est peut-être la seule erreur que j'ai faite de novice, c'est que j'étais tellement emballé par l'idée d'avoir un projet comme ça, industriel, petite entreprise et d'avoir quelque part, après mes premières approches auprès de la banque, j'avais quand même un retour positif les concernant et c'est là que l'avantage de l'âge est plutôt positif vis-à-vis de la banque. Me concernant à 53 ans après ma carrière, si j'avais eu 40 ans, je ne pense pas qu'ils auraient eu le même regard. Et puis, j'ai la chance d'avoir été à une position favorable. Et donc, leur engouement à me dire, ben, allez-y, on va vous suivre, qui était un accord verbal, m'a un peu fait éluder l'idée de négocier avec M. Calderac. Pourquoi? Parce que d'entrée, j'ai vu que le prix était beaucoup plus bas que dans des grandes villes, comme Toulouse, par exemple, où c'était quasiment pour le même chiffre d'affaires, on était quasiment du simple au double, ce qui est énorme. Donc, du coup, pour le même nombre de salariés, le même chiffre d'affaires à Toulouse, on avait 2 fois le même prix. Donc, du coup, j'ai vraiment mis de côté cette idée de négocier. C'est peut-être le seul aspect sur lequel je n'ai pas vraiment travaillé, sachant qu'on sait toujours qu'il y a de l'ordre de 10 à 15% de marge de manœuvre et que j'aurais pu en bénéficier, ce que je n'ai pas fait. Voilà. Et aujourd'hui, le banquier, vous avez parlé du banquier, le banquier vous a suivi et sur quels critères il s'est basé pour vous suivre, le banquier?
Alors, il y a quand même un hic dans la mesure où le banquier qui vous suit, c'est un banquier local qui va, suivant les banques, vous dire qu'il est soumis à une direction régionale, voire nationale, auquel Mhm. il doit soumettre votre dossier. Donc, lui, il en fait une lecture. Avec sa chef d'agence ou la directrice d'agence ou le directeur d'agence, ils vont vous émettre un avis verbal, mais ça ne prédit pas de l'issue de votre dossier. Donc, du coup, ça passe dans des commissions, etc., etc. Et ça met quand même du temps. Il faut compter de l'ordre de presque 2 mois entre le moment où on construit tous les éléments nécessaires pour la banque et qu'on les transmet et que c'est instruit. Ouais, il faut bien 2 mois pour avoir le retour. C'est une période assez D'accord. stressante. Et parfois, le retour peut être négatif, hein, parce qu'on peut Et attendre deux il peut mois, être on peut avoir un retour négatif. positif ou négatif. Là, dans votre cas, c'est un retour positif. Les ratios de la banque, pour donner une information par rapport au repreneur, les ratios de la banque, c'est qu'aujourd'hui, la compétence du repreneur doit peser autant que sa capacité financière. Donc, quand on se positionne sur une activité à reprendre, on doit s'assurer qu'on est, en quelque sorte, on peut faire du meeting, on est compatible à 100%. Là, ce qui a été le cas dans cette reprise, c'est que le dirigeant reste, donc ça sécurise le banquier. Deux, monsieur Azamoum ramène une compétence complémentaire qui n'était pas dans l'entreprise. Donc, on rajoute de la plus-value à l'entreprise. Donc, pour le banquier, il s'est dit, OK, j'ai à la fois la compétence technique qui reste et une compétence nouvelle que je viens adjoindre à l'activité existante. Donc, potentiellement, je peux y aller. Et après, il a dû vous demander un niveau d'apport, de la garantie, des éléments de l'engagement. Il faut se dire, quand on s'engage, et là, ce n'est pas faire offense à mes partenaires banquiers, c'est qu'aujourd'hui, le banquier va minimiser le risque. Vous voulez qu'il engage un peu plus de risque, lui va minimiser le risque. Donc, il va faire soit du nantissement, soit une garantie personnelle, soit une garantie spécifique, garantie BPI, garantie sous paiement et autres. L'idée étant de maximiser, minimiser le risque et maximiser les chances de retour de l'investissement qu'il aura réalisé. Donc, quand on est repreneur, il faut bien mesurer au départ qu'est-ce que j'ai et à quel niveau je me positionne. Parce qu'avec 20 000 euros, potentiellement, je ne peux pas me positionner sur une entreprise à 1 million. Avec 50 000 euros, je ne peux pas me positionner sur l'entreprise à 1 million. Même si la banque pourrait potentiellement me dire 50 000 euros, c'est 10%, je suis prêt à vous suivre jusqu'à une entreprise qui peut faire 500 000 euros. Oui, mais ça veut dire que l'entreprise que je vise devra dégager des marges de manœuvre pour se financer qui vont être assez importantes. Et donc, mettre en rapport à la fois votre rapport et la capacité de l'entreprise à générer du cash et à se rembourser, d'où la nécessité de fixer un prix de cession en adéquation et à négocier. Bon, Jamel a eu la chance il avait les prix de Toulouse et puis il est arrivé dans le Tarn, il a vu que les prix étaient un peu plus bas, il s'est dit, il a été plus emballé. Mais néanmoins, fixer un prix de cession en adéquation avec la capacité que vous avez, mais surtout la capacité de l'entreprise à dégager des marges de manœuvre, à dégager de la rentabilité. Mais Donc, pardon Mohamed, c'est même dans le cahier des charges d'origine de se dire quel est l'apport que je vais moi mettre ou engager, quel est le niveau de responsabilité que j'accepte. Parce que là, tout à l'heure, tu parlais du fait que, enfin, pour le dire de manière assez brute, la banque tire la couverture vers elle. Et c'est peu de le dire parce qu'ils prennent une garantie BPI, ils prennent le nantissement, c'est pas ou, c'est et. C'est garantie BPI, nantissement, caution personnelle. Donc, si vous avez une maison, elle est en caution personnelle. Donc, c'est énormément d'engagement et c'est dans le cahier des charges de départ. Qu'est-ce qu'avec ma famille, on est prêt à mettre sur la table et à risquer pour ce projet? tout à fait, tout à fait. Je vous rejoins pleinement. Je vous rejoins pleinement. Vous avez le retour d'expérience de quelqu'un qui a dû forcément, bon, je vais employer l'expression, mais qui a dû forcément se déshabiller un peu pour donner à la banque les sécurités nécessaires pour qu'il l'accompagne. Donc, aujourd'hui, les questions à vous poser en tant que repreneur, je le mets en parallèle avec celle du cédant, c'est quelles compétences vous possédez pour reprendre? Disposez-vous d'un apport financier suffisant? Quel est votre objectif à court, moyen ou long terme? Avez-vous identifié vos différents partenaires? Votre entourage, là il vient de le souligner, vous suit-il dans votre projet? Qu'il soit financier, qu'il soit en compétences, qu'il soit, qu'importe, mais vous suit-il dans votre projet et pleinement? Avez-vous des attentes particulières concernant votre cible d'entreprise à reprendre? Et la difficulté qu'il y a, c'est que si on met ces deux visions en parallèle, on a d'un côté la vision du cédant qui a tendance à surévaluer le prix de vente parce qu'il y a une valeur sentimentale, parce qu'il y a des besoins financiers futurs, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la retraite, et une tendance à sous-estimer les investissements nécessaires pour réaliser l'activité. Donc,
Vous devez appuyer sur ça. Quand je suis cédant, je dois me dire, est-ce que réellement le prix que je demande est en adéquation avec le marché? Là, ça s'est fait en 5 mois parce qu'on était au prix du marché. On n'aurait pas été au prix du marché, on aurait été un peu plus longtemps. Et encore, M. Calderac estime que ça a pris un peu de temps. La tendance à sous-estimer les investissements nécessaires pour réaliser l'activité, et ça, malheureusement, parce qu'il est en plein la tête dans le guidon. Quand on est dans la tête dans le guidon, on s'est dit, du moment que ça tourne, ça va. Non, ça tourne pour vous, mais celui qui va arriver va peut-être avoir besoin d'augmenter potentiellement la productivité. Est-ce que c'est suffisant pour faire tourner la boîte à plein régime? Et ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête quand on est cédant. Côté repreneur, pareil. Côté repreneur, on recherche une entreprise rentable, à fort potentiel. On va préserver ses moyens financiers pour pérenniser et développer l'affaire. On va avoir un apport personnel parfois limité avec une difficulté à trouver des fonds pour concrétiser le rachat de l'entreprise. On va avoir un risque, une probabilité que le financeur refuse l'opération. Là, c'est le cas. Et donc, racheter une entreprise au bon prix devient un facteur de succès. Et là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Mais la question que vous pourrez vous poser, c'est quel diagnostic je pourrais réaliser pour sécuriser au maximum? Cédant comme repreneur, vous devez réaliser le diagnostic de l'entreprise. Et ce diagnostic de l'entreprise va se baser sur plusieurs points. D'une part, le capital humain. Quelles sont les fonctions clés dans l'entreprise? Les motivations des collaborateurs à rester ou à partir, la hiérarchisation des fonctions, les qualifications, les compétences, les contrats, le turnover. Au final, est-ce que j'ai un peu de turnover ou pas? Est-ce que j'ai des difficultés de recrutement dans ce secteur-là? Deux, l'outil de production en place. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en état? Est-ce qu'il est aux normes? Est-ce qu'il est maintenu? Est-ce qu'il y a des investissements à programmer? Trois, les clients. Est-ce qu'il y a un fichier client conséquent? Est-ce qu'il est roulant? Est-ce qu'il est permanent? Est-ce que j'ai des clients récurrents? Quelle est la relation personnelle, les relations personnelles avec le dirigeant? Est-ce que j'ai certains clients qui ont des relations plus ou moins poussées avec le dirigeant? Quelles sont les conditions de vente? Le bilan, on va analyser la partie financière. On le verra un peu plus tard, mais on va analyser la partie financière. Le bilan, l'évolution des éléments d'activité, la comparaison par rapport à d'autres secteurs d'activité. Puis la partie juridique, les statuts, les contrats, les bails, les litiges en cours et à venir. L'idée étant, c'est les points de vigilance côté cédant comme côté repreneur vont être pointés par ce diagnostic de l'entreprise. Et ce diagnostic de l'entreprise doit être fait à la fois par le cédant et par le repreneur. Parce que ça va frictionner à un moment donné. Si on ne partage pas la même vision, on va frictionner. Et si ça frictionne, ça veut dire que l'un comme l'autre, vous n'avez pas vu les mêmes choses. Et ça donnera moyen à discuter si l'un comme l'autre, vous avez partagé ce diagnostic. Ce diagnostic peut être fait par le repreneur dans un premier aspect, confié à un tiers pour analyser l'activité. Et là, ça peut être intéressant pour ces personnes. Et donc, les questions à se poser, c'est le secteur d'activité est-il en croissance ou en récession? Est-il rentable? Le modèle économique et ses perspectives à court moyen terme, la relation du cédant avec les fournisseurs et les clients, les litiges en cours et à venir, le respect des obligations réglementaires. Tous ces aspects-là sont des questions à soulever et à poser. Vous, Jamel, dans le diagnostic que vous avez réalisé, il s'est basé sur quels axes principalement? Comment s'est basé votre diagnostic? Il était sur quel aspect principalement? Principalement, je vais dire que le marché, tout autour de l'activité ici à la CON, le domaine d'activité m'a donné quelques informations, mais c'était surtout d'aller voir un peu les listings devis d'appels comparés aux devis émis. Alors, ce n'est pas les devis clôturés, bons pour travaux, non, c'est surtout le fait d'avoir Le un taux de accès au marché, transformation, c'est ce qu'on appelle le taux voilà, de pour avoir une transformation. information sur le marché et celui qui est capté par Calderac, D'accord. pour avoir une idée de notre capacité à répondre à ces demandes de prix. Donc, on a enregistré à un moment ou à un autre sur l'informatique une liste de demandes de prix et on y a répondu. Donc, on a une capacité à y répondre. Ces informations-là sont importantes pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Alors, ça veut dire que même si on n'a pas répondu à tout, même si le client n'est pas revenu vers nous pour tout, on a quand même un potentiel sur lequel on pourra s'appuyer pour l'avenir. Donc ça, c'est mes premiers niveaux d'audit en termes de marché. Ensuite, il y a une audit comptable. Alors ça, il faut se rapprocher de l'expert comptable du cédant, sachant que pour ma part, j'ai opté pour garder le même expert comptable une fois la vente conclue. Pourquoi? Alors, je voulais surtout minimiser les frictions, comme vous dites, pour ce qui est de la gestion journalière
des transmissions de ces documents. Alors, si vous changez d'expert comptable, ça va être compliqué parce qu'on me l'a proposé. Enfin, j'ai fait faire… Alors, attendez, je reviens un petit peu en arrière. Pour ce qui était de l'analyse préalable à ma prise de décision, je me suis adressé à un expert comptable externe, basé à Toulouse. Mais il était destiné à me faire cette analyse de manière objective avec des éléments objectifs. Une fois la cession et la vente conclue, j'avais décidé de garder le même comptable qui est à Castres, lui, et qui s'occupait déjà de M. Calvérac. Et comme il était commissaire aux comptes en plus, donc j'avais une absolue confiance en son activité. Et donc, du coup, on est resté là-dessus pour assurer une continuité et une pérennité de l'activité et surtout une facilité à transmettre les informations. Il est vrai, et ça c'est un point, il est vrai qu'il est recommandé d'avoir un avis tiers parce que la relation que peut avoir le cédant avec son comptable, une relation parfois longue, fait que les informations que vous allez avoir ou le niveau d'analyse totalement transparent par un tiers non intéressé, j'insiste par un tiers non intéressé, va venir pointer ce qu'on cherchait tout à l'heure, les axes d'amélioration et donc les audits. Dans un audit, si vous devez réaliser un audit, l'idéal, c'est de le faire réaliser par un prestataire autre que le comptable actuel. Faire un audit par le comptable de l'entreprise, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un audit comptable et financier par le comptable de l'entreprise pour un repreneur, ça n'a pas de sens parce que vous n'avez pas ce regard externe qui va faire qu'au final, vous allez analyser. Là, le choix a été fait parce qu'il n'y a pas eu d'audit potentiellement. Bon, mais s'il y a un audit, tout audit doit être fait par un tiers que vous allez choisir, à qui vous allez missionner, puisque vous allez définir la lettre de mission que vous allez signer avec le comptable en question, et qui va potentiellement analyser et regarder les comptes en fonction de ce que vous allez diagnostiquer. Et donc, les audits vont venir confirmer ce que vous avez plus ou moins aperçu ou senti dans votre diagnostic. D'où la nécessité d'avoir un diagnostic à la fois stratégique en amont qui va, comme Jamel l'a identifié, aller regarder les devis, la transformation, le modèle économique, l'organigramme, le fonctionnement, quelle est la présence réelle du dirigeant dans l'entreprise. Il me dit qu'il n'est pas présent, mais au final, il fait 70 heures par semaine. Il me dit qu'il n'intervient pas, mais au final, il est quand même sur les chantiers. Donc, tous ces aspects-là vont être déterminants et vous allez pouvoir dire la place du dirigeant est importante, mais est-ce que c'est confirmé par la partie audit, qu'il soit comptable, juridique, financier, commercial, opérationnel? Tous ces audits-là vont avoir vocation à confirmer ce que vous avez plus ou moins senti. Et donc, dans le diagnostic comptable et financier, qui est important et qui est à confier à un expert comptable, à une commissaire aux comptes, ou les deux, ou une personne qui fait les deux, on va s'intéresser à la valeur des immobilisations, à la valeur réelle du stock. Je pense que vous avez eu une petite friction sur la valeur du stock, Jamel, mais vous rencontrez un peu tout ça. Sur le niveau réel de l'endettement, quand on est sur un rachat des parts, sur le poste client et le poste fournisseur, parce qu'il faut aller regarder ce que le bilan dégage, ça c'est un premier aspect. De l'autre côté, le compte de résultat. Le chiffre d'affaires, il évolue, mais comment il évolue? Quel est le niveau de marge? Est-ce qu'il est réellement correspond à la tendance par rapport à ce secteur d'activité? Est-ce qu'il est en adéquation avec le secteur d'activité? Et ça, les chambres consulaires comme les centres de gestion peuvent vous fournir des niveaux d'activité et des statistiques assez globalisées. L'excédent brut d'exploitation, parce que c'est le nerf de la guerre, le BE étant la valeur économique ou la rentabilité économique de l'entreprise, et la rémunération de la gérance. Pourquoi je dis qu'il faut aller auditer la rémunération de la gérance? Parce que la rémunération de la gérance peut cacher deux aspects. Soit il n'est pas assez rémunéré, et donc comment il se rémunère? Parce que peut-être il fait des frais, peut-être qu'il y a des prélèvements, peut-être qu'il y a un peu de paiement en espèces qui n'apparaissent pas, peut-être que… Voilà, comment est rémunéré le gérant actuellement? Est-ce que cette rémunération est réelle ou simplement factuelle? De deux, la rémunération de la gérance va donner un niveau par rapport à ce que vous souhaitez en tant que repreneur. Parce que peut-être que le cédant actuel, 2 000 € ça lui suffit, mais il a construit sa carrière sur ces 2 000 € là. Vous arrivez de Toulouse avec les charges qui sont les vôtres, vous allez devoir aménager à la Cône, vous avez des frais, vous avez tous ces éléments-là. Peut-être que la rémunération à 2 000 € ne sera pas suffisante, à laquelle vous allez devoir rajouter un endettement pour l'entreprise. Donc, à aujourd'hui, la rémunération de la gérance doit être analysée pour la mettre en corrélation avec la vôtre en tant que repreneur. Et vous, en tant que cédant, vous devez vous dire au final, la rémunération que je me verse est-elle en adéquation avec le niveau d'activité que j'ai? Une entreprise de moins de 5 salariés qui est dans le département du Tarn, quand le dirigeant se verse environ 2 000 € net, on peut considérer que ça va. Une entreprise où le dirigeant se verse le SMIC, parce qu'elle a moins de 5 salariés,
c'est difficilement entendable pour trouver un repreneur éventuel. Et donc, vous voyez, le niveau de revenu, il faut juste comparer le niveau de revenu que le cédant prélève par rapport au niveau de revenu d'entreprises similaires pour essayer de se dire, je suis dans la tendance ou pas pour le cédant, ou ça correspond à ce que j'estime devoir me verser comme rémunération en tant que repreneur. Par ailleurs, dans l'analyse que vous allez faire, il y a quelques points de vigilance, l'absentéisme, le turnover, les litiges, le respect des obligations comptables, le fait qu'au final, le chiffre d'affaires, est-ce qu'on a un chiffre d'affaires qui est encaissé? Parce que là, j'ai même parlé tout à l'heure de devis à facturer ou de devis à encaisser. Est-ce qu'au final, j'ai des problèmes de facturation? Parce que le bilan comme les comptes de résultats peuvent cacher des choses. Le prof de compta nous disait, bon, ben, les chiffres sont de pauvres innocents à qui on fait dire tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je peux vous donner une belle rentabilité, sachant que l'entreprise vaut zéro, parce que j'aurais tourné les chiffres différemment. Et donc, dans l'analyse et dans l'audit par un tiers, comptable, expert comptable, commissaire aux comptes, vous allez avoir la possibilité d'avoir ce regard externe et vous dire, là, par rapport à ce que je vois habituellement, ça ne correspond pas. On est sur quelque chose de difficilement entendable. D'où l'idée que le diagnostic comptable et financier doit être fait à la fois pour le cédant, pour se dire au final, c'est la réalité. Et donc, s'il y a un toilettage à faire le toilettage est nécessaire, remonter la rémunération, s'assurer que le niveau des charges est en adéquation, s'assurer que toutes les informations qui figurent au compte de résultat comme au bilan sont dans la tendance du secteur d'activité. De l'autre côté, quand vous reprenez, bon, là, je l'avais déjà vu, les points de vigilance, on l'a vu, je reviens dessus parce que j'ai insisté sur l'absentéisme et le turnover. Donc, sur la partie reprise ou fonds, vous pouvez choisir de reprendre ou le fonds de commerce ou les titres. Je vous disais qu'on y reviendrait un peu plus en détail. Donc, quand on reprend un fonds de commerce, le principal inquiétude, c'est qu'on a un maintien des contrats de travail et que le prix est calculé hors stock. Donc, je dois financer le stock. Et donc, quand j'achète un fonds de commerce, j'achète à la fois de l'incorporel, du corporel et des dessins, modèles industriels. Bon. Le fonds de commerce est constitué, ça c'est le cadre légal qui nous dit, le fonds de commerce est constitué quand on a la clientèle. La clientèle, c'est la capacité à générer du chiffre d'affaires. Si j'ai que du matériel, c'est une cession partielle d'actifs. J'insiste parce que j'ai des personnes qui me disent je vends le fonds de commerce, mais on considère que le fonds de commerce, la définition du fonds de commerce, c'est clientèle plus matériel servant ou le matériel d'exploitation servant à capter cette clientèle. Donc, je peux choisir de reprendre le fonds de commerce. Et quand je reprends le fonds de commerce, je crée une entité qui vient racheter le fonds de commerce et puis qui exploite ce fonds de commerce-là. Je peux, à l'inverse, choisir de reprendre les titres. Et à ce moment-là, je reprends à la fois le modèle économique et le savoir-faire, mais surtout le passif et l'actif. Donc, s'il y a de la dette, qu'elle soit bancaire, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit sociale, c'est pour ma poire. Et donc, dans l'analyse que je vais avoir à faire quand je reprends ou dans l'analyse que je vais avoir à faire quand je cède, c'est de m'assurer que les dettes bancaires et fiscales sont neutres ou elles ont été intégrées dans le prix. Parce que la valeur de l'entreprise, on va le voir en suivant, dans la valorisation de l'entreprise, on va me dire bon, ben, combien vaut mon entreprise et quels éléments je m'appuie pour valoriser mon entreprise. S'il doit acheter, l'acquéreur doit acheter les titres, il doit être informé des dettes existantes dans l'entreprise et surtout se prémunir, il doit surtout se prémunir de ce qui va venir parce que ben, on ne sait jamais. Une dette fiscale et sociale, elle peut apparaître du jour au lendemain. Et donc, de fait, pour se prémunir de ça, il va prendre une garantie. Et on a vu, on le voit, les garanties deviennent de plus en plus importantes. Ce qu'on appelle les garanties d'actifs et de passifs. Une garantie d'actifs et de passifs, c'est sécuriser le fait que quand je reprends, si une dette venait à naître après la reprise, mais qu'elle n'est pas due de mon fait, mais je suis en mesure de couvrir cette dette-là par le prix que j'ai payé. Et donc, de fait, je dis au cédant ou je dis au repreneur que la dette bancaire est de neutraliser ou elle est prise en compte. Jamel, vous aviez la possibilité de reprendre le fonds de commerce et les parts sociales. Vous avez choisi le fonds de commerce. Pourquoi? C'est une question de prix. C'est peut-être ce que vous avez oublié de dire. C'est que le fonds de commerce, il a une valeur de vente et de rayonnement un petit peu qui est issue de sa valeur de fonds. Par contre, les actions ou la valorisation de ces actions est liée à ce qu'il y a dans la SARL. Actuellement, elle était à hauteur de 700 000 euros. Donc, la trésorerie dans la SARL était à hauteur de 700 000 Donc, c'est ce qu'il faut racheter, les parts étant l'équivalent de la trésorerie.
Et là, on achète de l'argent pour de l'argent. Ça, ce n'est pas top. Là, c'est un élément que vous soulignez. C'est pour ça que je voulais avoir votre retour. Parce que M. Calverac hésitait entre la cession du fonds de commerce et des parts sociales. Il s'est positionné sur le fonds de commerce. Ah, il me l'a proposé. Hein. Mais c'était un investissement beaucoup plus important. Parce que ça avait ses avantages, ça avait ses inconvénients. Sachant que la forme, je voulais la changer, passer d'une SARL à une SAS pour des avantages fiscaux à terme. Ce n'est pas dérangeant en soi. On peut le faire même quand on reprend une SARL. Même, oui. Et par contre, l'avantage, ça aurait été de faciliter le transfert des qualifications, des certifications. Et aussi, ça aurait facilité la période intermédiaire vis-à-vis des institutions, URSSAF, TVA, etc., où c'est plus compliqué quand on crée une autre entité pour acheter le fonds de commerce. Bon, ça, c'est les éléments liés à la création d'une nouvelle entité, mais généralement, comme il y a un transfert de contrat, dans la grande majorité des cas, il y a une poursuite, il faut juste remplir les qualifications. Et ce que je soulignais tout à l'heure, c'est que le prix peut changer. Le prix peut changer parce que parfois, on observe très rarement, mais le fonds de commerce peut valoir plus que les titres, notamment pour les sociétés pour lesquelles on est sur des pertes et que potentiellement l'activité économique devant dégager des investissements nécessaires, la valeur du fonds de commerce de la clientèle vaut quelque chose, alors que les parts sociales, à proprement parler, avec les pertes, une fois qu'on a liquidé les dettes et qu'on a liquidé la trésorerie, on voit qu'au final, on peut avoir, c'est très rare, mais on peut avoir des cas où le fonds de commerce peut valoir un peu plus que les titres. Mais dans la grande majorité des cas, les titres valent un peu plus que le fonds de commerce parce que le fonds de commerce est intégré à l'actif de la société. Et donc, pour certains cédants, il peut être pertinent de vendre le fonds de commerce ou de vendre les titres. Fiscalement parlant, c'est plus intéressant de vendre les titres. Mais néanmoins, dites-vous que la trésorerie, si l'entreprise a beaucoup de trésorerie, racheter de l'argent pour acheter de l'argent, le banquier ne va peut-être pas être intéressé. On a des mécanismes spécifiques de remontée sur une holding ou un mécanisme de LBO, mais globalement, le banquier, reprise des parts, s'il y a trop de trésorerie, on essaie de la limiter au maximum pour que le banquier finance juste la reprise des parts et que la trésorerie existante serve au fonctionnement normal de l'entreprise. Je couvre l'intégralité d'un fonctionnement normal, soit 6 mois d'activité. Et là, potentiellement, la trésorerie, on peut dire que c'est une trésorerie normale. Entre 6 mois et 1 an d'activité, c'est très bien. Donc, pour ceux qui auraient une trésorerie conséquente, il faut réfléchir avec votre conseil. Est-ce que je commence à prendre avant de céder ou est-ce que ça ne va pas poser problème et donc je m'oriente vers une cession des fonds de commerce? Parce que le prix va être un élément important pour le repreneur éventuel et pour le positionnement de ce repreneur. On a le gap, on est sur un prix qui a été quasiment x3 entre les parts des titres, parce qu'il y avait 500 000 euros entre 400 et 500 000 euros de trésorerie, et de l'autre côté, l'acquisition d'un fonds de commerce. Donc, vous voyez qu'on multiplie par 3 les parts pour le cas de l'entreprise qui nous concerne, ce qui peut être un peu compliqué pour un repreneur. Donc, par ailleurs, si je rachète le fonds de commerce pour le repreneur, il n'y a pas continuité des dettes, donc il n'y a pas de continuité juridique de l'entreprise, donc potentiellement, ça peut être intéressant pour un repreneur aussi. À part les dettes fiscales et sociales, parce qu'il y a maintien des contrats, peuvent se poursuivre parce qu'on garde les personnes. Bon, les autres dettes, en principe, sortent au moment où je cède. On vient de voir que je pouvais potentiellement reprendre le fonds de commerce ou les titres, mais du coup, quelle méthode employer pour valoriser un fonds de commerce? Quelle méthode? Il y a une pléthore de méthodes. Il y a une grande famille de méthodes. Je choisis de me focaliser que sur quelques-unes qui reviennent régulièrement. Ça, c'est les méthodes qui reviennent régulièrement. On verra celles qui sont privilégiées en cas de crise. Les méthodes par le chiffre d'affaires. Généralement, dans le secteur de la restauration, dans les officines de pharmacie, on applique un pourcentage du chiffre d'affaires et c'est ce que parfois appliqué à tort ou à raison à l'administration fiscale. Bon. Méthode que préconisait parfois le Lefebvre pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller chercher sur Internet quand vous cherchez comment valoriser une entreprise. Ce qui remonte, c'est le Francis Lefebvre et les méthodes qui sont appliquées. On applique un pourcentage du chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, on dit le chiffre d'affaires hors taxe ou le chiffre d'affaires TTC, c'est un pourcentage du CA annuel ou c'est un pourcentage du chiffre d'affaires journalier. Le deuxième aspect qu'il peut y avoir par rapport à la méthodologie, c'est la méthodologie patrimoniale. Et c'est généralement, on évalue l'actif de l'entreprise, on soustrait à la partie dette, ce qui donne un actif net
ou une situation nette de l'entreprise. Bon, on essaie de savoir quelle est la valeur patrimoniale. C'est une valorisation qui se base sur le passé de l'entreprise. On se dit, bon, ben, l'entreprise a bien vécu. Une entreprise qui a bien vécu, si on prend le cas de l'entreprise qui nous concerne, eh bien, elle avait de la trésorerie, elle avait un chiffre d'affaires conséquent, elle avait des résultats positifs, ce qui a fait une trésorerie conséquente. Et donc, la valeur patrimoniale de l'entreprise augmente substantiellement l'entreprise. Bon, ça ne prend pas en compte l'activité et la situation actuelle. Bon, méthode patrimoniale. Généralement, ces méthodes-là, on les utilise plus pour la valorisation des holdings, plus pour les entreprises à maturité, plus pour des entreprises industrielles qui n'ont pas fait d'investissement et qui sont sur une phase descendante plus qu'une phase de croissance. Méthode de rendement, c'est de dire que je vais estimer la capacité de l'entreprise au regard des bénéfices qu'elle dégage. Bon. Le résultat d'exploitation, l'excédent brut d'exploitation, le résultat net. La méthode des comparatives, qui est de plus en plus utilisée, parce qu'on se dit, je mets en perspective l'entreprise par rapport à d'autres, par rapport à ce qui s'est vendu sur le secteur. Et je regarde à la fois côté boursier pour ceux qui sont cotés en bourse, mais à la fois ceux qui ne sont pas cotés. Je prends le cas, une entreprise dans le secteur du Tarn, dans le secteur de la plomberie, nous avons un ratio comparatif utilisé dans le cadre de Transentreprise qui nous permet de dire que dans ce secteur-là, c'est 43-45% du chiffre d'affaires. Là, c'est la méthode comparative. Non la méthode du chiffre d'affaires, mais la méthode comparative, parce qu'on va utiliser soit le chiffre d'affaires, soit 3-4 fois l'excédent brut d'exploitation, soit un autre indicateur. Et les méthodes des flux futurs, notamment estimer les revenus futurs que va dégager l'entreprise et qui va permettre à un virtuel repreneur d'envisager leur reprise dans de bonnes conditions. Ça, c'est les méthodes qu'on croise couramment quand on est sur une valorisation d'entreprise. Mais en temps de crise, on privilégie certaines méthodes. Il y en a d'autres et on va les voir. En temps de crise, on va privilégier les méthodes dites de financement. Les méthodes bancaires, notamment la capacité actuelle et future de l'entreprise à se rembourser. On va utiliser la capacité d'autofinancement, l'excédent brut d'exploitation. Enfin, on va mettre en rapport avec l'apport du repreneur. Le banquier va vous dire, je suis prêt à vous financer sur une période de 5 à 7 ans, voire à 10 ans pour certains. On est sur une moyenne à 8 ans actuellement. Et donc, dites-moi que l'entreprise est en capacité de s'autofinancer sur une période de 7 ans. On verra, on dit, une entreprise doit être en mesure, on prend 60 à 80% de la capacité d'autofinancement et on la ramène sur 5 à 7 ans et ça donne une valeur par rapport à ce que le financier serait susceptible de financer. Et donc, ça détermine aussi le niveau d'apport du repreneur. Cédant, si vous voulez déterminer ce que le repreneur doit avoir, on va déterminer par rapport à la méthode bancaire. 2, la méthode des flux futurs, qu'on a vu tout à l'heure, c'est je vais déterminer une rentabilité prévisionnelle. On verra, Jamel, comment il a un peu calculé par rapport à sa rentabilité prévisionnelle, mais on va regarder le chiffre d'affaires actuel, on va regarder les charges actuelles, on va dégager un excédent brut d'exploitation économique, on va dégager un cash flow actuel qui va justifier de la performance future de l'entreprise. Et on va se dire sur 5, 7, voire sur 5, 7, voire sur 3 ans, est-ce que c'est maintenable ou pas? Les méthodes analogues, c'est un peu les méthodes comparatives, c'est je vais regarder en appliquant un multiplicateur d'indicateurs qui soit un excédent brut d'exploitation ou un EBITDA ou un REX, et je vais dire au final, cette BE-là, c'est 3-4 fois le BE et c'est 3-4 fois l'excédent brut d'exploitation, c'est 5 fois ou 10 fois le résultat net. Et en période de crise, on est entre 3 et 6 fois le BE, plus à 4 qu'à 3, on est entre 5 et 10 du résultat net, mais un résultat net retraité, un excédent brut d'exploitation économique retraité. Retraitement qui va prendre en compte les charges et les non-charges de manière à avoir un excédent brut d'exploitation économique, et donc qui soit entendable, à la fois compréhensible pour le cédant et le repreneur. Et là, c'est votre conseil qui va être en mesure de vous dire, bon, quel est l'excédent brut d'exploitation économique que je dois prendre en compte. Et après, vous avez la méthode de l'actif net ou la situation économique de l'entreprise qui devient une valeur plancher pour le cédant. Je sais que pour une acquisition de titres, le cédant ne descendra pas en dessous de la valeur patrimoniale de cette valeur plancher. Donc, si à un moment donné, je suis sur une entreprise industrielle qui est en perte de vitesse, pas forcément la Germanwings, mais qui est en perte de vitesse, est-ce qu'à aujourd'hui, la valeur plancher est entendable? Peut-être pas. Et donc, en tant que cédant ou en tant que repreneur, on doit se dire quelle méthode va privilégier mon repreneur ou quelle méthode va privilégier mon cédant de manière à avoir une analyse
comparables qui permettent à tout un chacun de reprendre. On a vu, dans le cadre de la crise, les banquiers ont été un peu plus exigeants en termes d'apport, demander des compétences un peu plus poussées pour les repreneurs. Ils n'ont pas bloqué les financements, ils ont juste été un peu plus exigeants. On est toujours sur ce niveau d'exigence, mais il faut potentiellement envisager que le banquier ne va pas forcément suivre et que c'est la rentabilité actuelle et la performance actuelle et à venir qui va être déterminante pour le financement. Donc, pour prendre des exemples, on sait qu'aujourd'hui, le taux applicable, si je vous disais, pour le BE, c'est entre 4 et 6. On sait que pour le REX, ça peut aller de 4 à 10. On sait que pour le REX, le rate total d'exploitation, on sait que pour le discount cash flow, on est sur entre 5 et 7, entre 3 et 7. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en tête et mettre en parallèle entre cédant et repreneur pour pouvoir faciliter la chose. L'idée étant, c'est que tout un chacun reconnaisse ce qu'il en est par rapport à cette valorisation-là. Dans certaines entreprises, vous pouvez aussi avoir l'immeuble de l'entreprise qui apparaît dans les comptes de la société. Et là, se pose la question, je reprends, je ne reprends pas. L'immeuble de l'entreprise, 3 schémas possibles pour le reprendre ou 3 schémas possibles pour le vendre. Soit l'entreprise appartient déjà à la société d'exploitation. Et donc, dans ce cadre-là, je peux potentiellement, quand je rachète l'immeuble d'entreprise par la société d'exploitation, je peux faire un peu de l'amortissement sur le bâti, je diminue les frais d'acquisition, je réduis les pas. Bon, une possibilité pour acheter l'immeuble d'entreprise. 2, je peux acheter via une SCI. Et dans ce cadre-là, je signe un bail entre la SCI et la société d'exploitation qui permet potentiellement de diminuer l'endettement au niveau de la société cible, et donc de faciliter son financement, et d'avoir une société tiers à laquelle je vais payer le loyer. Et donc, le remboursement d'emprunt devient le loyer que je vais déterminer. Troisième possibilité, c'est l'achat en démembrement. Et là, pareil, c'est je vais donner l'usufruit à la société d'exploitation et je vais laisser la nue propriété à la SCI. C'est un peu compliqué comme élément, mais néanmoins, si on doit acheter l'immeuble d'exploitation, ce qui est le cas souvent pour certaines entreprises, parce que l'immeuble d'exploitation, je prends le cas pour Jamel, il va potentiellement chercher un immeuble d'exploitation ou il va utiliser l'immeuble d'exploitation actuel, le schéma d'acquisition peut se poser. Et donc, il y a 3 schémas possibles et il faut l'envisager sous tous ces angles. Parce que le plus important étant de choisir le schéma qui convient. Mais fiscalement, patrimonialement parlant, il est vrai qu'il est plus pertinent d'acheter en démembrement. Parce que d'une part, si j'achète en démembrement, je peux dégager la dette au niveau de la société civile immobilière, mais surtout, la société d'exploitation peut plus facilement avoir un loyer un peu plus acceptable. Et donc, on peut réorganiser fiscalement et juridiquement la chose en étant un achat démembré. Mais dans la grande majorité des opérations, c'est souvent achat via une SCI et qui met en location à la société d'exploitation. Pardon. Pour réussir votre projet de transmission reprise, il faut avoir des éléments en tête. Et on a vu que le financement bancaire est un élément important. Et les solutions existent. Les solutions ont été mises en œuvre dans le cadre de la crise. On a vu de nouvelles solutions ressortir, notamment le crédit vendeur. On prend le cas, Jamel en a parlé tout à l'heure, mais le crédit accordé par le cédant pour faciliter le financement en complément de l'apport du repreneur. OK. Avec la crise, il faut forcément un climat de confiance un peu plus important entre le cédant et le repreneur, mais néanmoins, c'est quelque chose qui peut se faire. 2, la clause de complément de prix. Aujourd'hui, tout cédant ou tout repreneur peut se dire j'intègre une clause de complément de prix et qui va à un moment donné viser les résultats futurs et qui sera versé par le repreneur. Un deal est à trouver entre le cédant et le repreneur. La mise en place de location-gérance de plus en plus, notamment pour la vente de fonds de commerce, parce que les fonds de commerce qui étaient en difficulté se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent peut-être racheter, mais doivent redémarrer l'activité. Et donc, la location-gérance permet d'assurer une transition plus efficace. Et donc, ces éléments-là, ces solutions financières, se sont un petit peu plus développées pendant la crise et on a vu, mais ça je ne l'ai pas cité, on a vu côté repreneur une garantie devenir une garantie de la garantie. Donc, à aujourd'hui, on garantit d'une part les garanties d'actifs et de passifs, mais on se garantit par rapport à cette garantie-là. Et donc, si je suis cédant, je dois comprendre que le repreneur, au vu des éléments que je lui communique, soit j'ai une entreprise prête à être cédée, dans ce cadre-là, il n'y aura pas de discussion, et Jamel nous l'a prouvé au regard de son témoignage, bien que la situation n'est jamais sécurisée quand on reprend, soit de l'autre côté, je dois m'assurer que
la garantie d'actifs et de passifs que je vais lui fournir quand on est sur une vente des parts sociales va être un nécessaire et qu'il va y avoir discussion de ce côté-là. Jamel, vous nous avez dit qu'à un moment donné, il y a eu une petite discussion par rapport au stock, par rapport au crédit, par rapport au fonds, au stock et au crédit vendeur. Ça a été difficile ou pas à négocier avec le cédant? Ben, écoutez, il y a quand même deux choses. Enfin, entre ce que vous avez dit avant, j'avais Une remarque? un commentaire concernant l'approche de ces éléments d'audit. Il faut savoir qu'à un moment, sans dépenser un peu d'argent, c'est difficile d'analyser de manière ou avec certitude l'ensemble des documents ou l'ensemble de l'environnement qui entoure l'entité que vous visez. Donc, il y a une part de risque importante ou alors il faut dépenser un peu beaucoup d'argent, entre 1000 et 2000 euros, pour avoir une idée de ce à quoi on peut s'attendre. Donc, ça, c'était le premier élément que je voulais mettre en avant. Et puis le second, c'est concernant un peu le stock. Mais quand on est dans la phase choix, négo et prise de décision, il y a toujours un moment où on n'a pas envie de parler de tout et de n'importe quoi. Donc, par exemple, le loyer lié au bail, dans la phase négo, on se dit que c'était un élément accessoire. Mais en fait, in fine, on se rend compte qu'il aurait fallu le discuter dès le début. Ce que je n'ai pas fait. Donc, quelque part, pour respecter ma parole, donc, je suis allé au bout de ce qui avait été décrit un petit peu en termes de budget annuel que je n'avais pas converti en mensualité, donc des petites erreurs comme ça. Et au niveau du stock, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je l'ai laissé avec une phrase qui disait et qui protégeait un petit peu mon verbe, c'est qu'elle disait qu'il y aurait un maximum de 20 kg négociables à plus ou moins 20%. Donc, en gros, on avait une fourchette de négociation. Et pendant la phase de négociation, c'est-à-dire que quand on a fait l'inventaire complet, on était en dessous de ces 20 000 euros et quelque part, un peu le cédant voulait rester sur ces 20 000 euros minimum. Donc, il y a un peu un jeu de dupes, mais en même temps, un jeu normal qu'il faut accepter. Et qu'il faut de manière conviviale mais ferme, il faut arriver à garder les règles du jeu qu'on a mis en place dès le début. Donc pour le loyer, c'était pour ma pomme puisque j'aurais dû le regarder au début, mais pour le stock, ça m'a protégé un petit peu et on a pu faire une négo satisfaisante à terme, même si je pense que le cédant n'était pas très à l'aise. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je reprends un peu vos propos, c'est tout élément dans le cadre qui vous met une puce à l'oreille doit être analysé et préparé en amont. C'est qu'aujourd'hui, quand vous allez faire votre business plan, votre prévisionnel de reprise ou votre prévisionnel de cession, parce qu'on peut aussi, le cédant peut aussi un prévisionnel de cession anticipant l'éventualité d'un repreneur, il faut déterminer en amont mon prix, mon loyer, ça sera tant, et c'est mis sur la table. Plus on est transparent, plus c'est fluide et plus c'est rapide. Il faut vous dire qu'une vente à 2 ventes sur 10 capote du fait de ces incompréhensions qui, au départ, semblaient actées et qui, aujourd'hui, ne le sont pas. Et donc, si une vente à 2 ventes sur 10 capote par rapport à ces éléments-là, ça a l'air minime, et je souligne jamais, ça a l'air minime. Et pourtant, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué par rapport à ces aspects-là. Et donc, du coup, bon, il faut avoir les éléments en tête pour discuter de manière sereine. Rassurez-moi que tout le monde a du son, parce que j'ai quelqu'un qui m'indique qu'il n'y a plus de son. Vous avez du son, Jamel? Vous m'entendez? Oui, j'ai du son, moi, de mon côté. Okay. Je pense qu'il doit avoir un petit souci de votre côté. De l'autre côté, les solutions financières existent. Donc, il y a ça, crédit vendeur, clause d'earn-out, location de gérance. Et puis, le conseil régional, on a la chance, le conseil régional Occitanie accompagne la reprise d'entreprise. Il l'accompagne de différentes façons, par des subventions et par des aides pour faciliter la transmission reprise. Jamel, c'est le cas, vous avez déposé un dossier pour une subvention au niveau du conseil régional? Absolument. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, et je pense que chacun d'entre nous aurait fait la même chose, c'est de voir dans quel cadre on se situe. Bon, donc moi, j'étais Pôle emploi avec de nombreuses années, puisque je n'ai jamais été au chômage, donc du coup, on m'a
offert une période de sécurité plus importante, peut-être, je ne sais rien. Du coup, j'ai gardé le bénéfice du Pôle emploi, ça c'est le premier OK. aspect. Donc, pendant 24 mois, je reste avec mes allocations, donc je ne pèse pas sur l'entreprise pendant 24 mois. La OK. seconde chose, c'est que j'ai regardé qu'est-ce qui, dans ma tranche d'âge, avec mon statut, pouvait générer des financements externes dans le cadre d'une reprise d'activité existante. Oui. Et en regardant sur Internet, eh ben, j'ai vu qu'il existait des choses auprès de la Chambre de commerce, même si on m'en avait parlé à côté, donc la Chambre de commerce et d'industrie. Et il y a d'autres acteurs, comme me concernant, c'est l'AGFIP, puisque je suis reconnu travailleur handicapé. Donc, j'ai pu, auprès de ces deux acteurs, la CCI, avec vous, monter ce dossier de subvention qui, je l'espère, aboutira d'ici le mois de juin et qui va nous aider à consolider la trésorerie parce que c'est très important, absolument, dans la mesure où on a des envies, des objectifs. Et aujourd'hui, cet accompagnement gouvernemental et auprès de la CCI, entre guillemets, c'est très important pour pouvoir voir l'avenir dans de meilleures conditions, puisqu'on n'aura pas droit, nous, à tout ce qui est né ou généré du fait du Covid. Les prêts accompagnés, etc., on n'y a pas droit. Donc, les subventions, ce sont des domaines dans lesquels il faut chasser chaque opportunité pour pouvoir conforter la position de l'entreprise et sa trésorerie. Dans le cadre de la transmission reprise, le Conseil régional a mis en place un contrat de transmission reprise qui couvre 3 volets. Le rachat d'un fonds de commerce, le rachat des parts sociales et le financement du salaire du repreneur. C'est vrai que les chambres consulaires, notamment les chambres de commerce et d'industrie du Tarn, ont la charge de l'instruction de ces dossiers pour les transmettre au Conseil régional. Vous pouvez me dire, mais de quel volume ça correspond en termes d'aide? Là, aujourd'hui, on est sur une reprise des parts sociales, ça constitue 50 000 euros, éventuellement, si je suis sur une reprise supérieure à 100 000 euros. Pour la reprise d'un fonds de commerce, on est pareil aux alentours de 50 000 euros, qui peut potentiellement être bonifié si je reprends en milieu rural. Et puis, si on est sur le salaire du repreneur, il y a une prise en charge du salaire du repreneur sur la durée qui peut être négociée, mais qui peut aller jusqu'à 40%, plafonné à 40 000 euros. Donc, l'idée du conseil régional, c'est de faciliter la transmission des entreprises dans le secteur en Occitanie et en milieu rural. Il y a un deuxième dispositif, et c'est le dispositif que nous pilotons au niveau des chambres consulaires aussi, c'est le dispositif Octave, et qui a vocation aussi à faciliter la mise en relation et surtout la détection, l'accompagnement et la mise en relation avec les repreneurs et les cédants éventuels en milieu rural et en zone de revitalisation et en zone de montagne. Donc ça, c'est les deux dispositifs mis en place par le conseil régional et en partenariat avec les CCI. Dans la stratégie de recherche de fonds, et c'est pour ça que j'en parle à la fois pour les cédants et pour les repreneurs, le réseau Tarn Entreprendre participe à financer la reprise, à savoir qu'il vous aide à augmenter votre apport personnel. Le repreneur peut bénéficier d'une aide substantielle qui est aux alentours d'environ 20 000 euros. C'est un financement personnel à utilisation professionnelle. C'est un prêt qui a vocation à être taux zéro, qui a vocation à être remboursé par le porteur du projet, mais avec les fonds de l'entreprise. Puis, il y a une deuxième structure au niveau du Tarn, qui est Initiative Tarn, qui là aussi facilite le financement bancaire et augmente l'apport personnel. Là, on est sur des prêts de l'ordre de 8 à 10 000 euros pour un repreneur. Et là aussi, c'est pour faciliter la recherche du financement bancaire et augmenter votre apport personnel. Donc, dans les leviers que peut mobiliser le repreneur pour chercher un financement, il y a des choses qui peuvent être importantes. Un élément important, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est souligné par un des repreneurs, c'est vrai que avec le réseau Tarn Entreprendre, il y a mise en place ce qu'on appelle un coach ou un accompagnateur qui vous aide dans les phases de reprise. Et donc, en plus du financement, il vous accole à un professionnel, soit de votre secteur, soit expérimenté, et qui a vocation à vous accompagner pour mettre en route et reprendre dans de bonnes conditions. C'est vrai, c'est un élément qu'il fallait souligner. Donc, des aides existent. Pour rappel, j'insiste, une subvention n'est jamais acquise, elle est soumise à une demande, elle est validée par le conseil régional et cette dernière est totalement maîtresse de sa décision. On peut remplir les critères, être éligible,
derrière, il se peut qu'on ne l'obtienne pas. Parce que c'est le conseil régional qui est maître de la décision, qui est maîtresse de la décision, et qu'à un moment donné, si à un moment donné, il y a trop de demandes ou s'il y a trop de choses, des fois, il nous arrive. Il nous arrive. Dans la partie recherche de financement, les aides existent, mais néanmoins, la première aide, c'est de vous entourer. Il faut bien s'entourer pour réussir son projet. Et Jamel l'a souligné, il faut s'entourer pour réussir son projet. Où vendre ou trouver une affaire. Donc, je vous ai parlé du dispositif Octave, je vous parle de Transentreprise. Jamel est passé par un intermédiaire privé. L'entreprise, nous l'avions en transmission, mais là, le cas est passé par un partenaire privé. Donc, Transentreprise pour la recherche et la diffusion d'une offre de cession. Octave pour la diffusion et la mise en avant des offres issues de la zone rurale. Et puis BPI, parce qu'on est référencé sur BPI sur ces deux dispositifs. Deuxième aspect pour trouver les entreprises ou pour vendre mon entreprise, il y a le conseil habituel, expert comptable, notaire, avocat. Parlez à vos banquiers, parce que parfois, ils ont des infos, et les agents spécialisés. J'en cite quelques-unes, notamment parce que Jamel est passé par cet aspect-là. Donc, pour trouver ou reprendre une entreprise, je dirais qu'il y a matière, il y a à boire et à manger, mais vous avez les deux sites principaux qui sont là. Oui. Au final, céder ou reprendre une entreprise, opportunité ou risque. Est-ce que c'est pertinent d'y aller ou pas? Oui, le marché reste dynamique. 2, certaines entreprises disposent de fonds suffisants. 3, l'accompagnement est renforcé parce qu'il y a des aides existantes. On vient de voir avec les subventions. Cédants et repreneurs sont partie prenante au deal. Actuellement, cédants et repreneurs, ils sont obligés de s'entendre. Et là, Jamel vient de nous le souligner. Il y a quand même des risques parce qu'on est quand même sur un manque de lisibilité, notamment pour les activités qui n'ont pas amorcé le retournement. Et donc, à aujourd'hui, si je ne suis pas digitalisé, si j'ai des économies d'échelle limitées, si j'ai un manque de diversification, je n'ai pas forcément de lisibilité. Là, ça devient compliqué. Et puis, il y a un engagement plus fort qui est nécessaire à la fois du cédant et du repreneur, en termes de compétences pour aller chez le banquier et en termes d'investissement un peu plus conséquent du cédant pour pouvoir faciliter la reprise. Donc, céder ou reprendre en 2022, oui. Et pourquoi? C'est pertinent parce qu'il y a matière à pouvoir faire les choses correctement. Donc, l'accompagnement qui est proposé par la chambre consulaire, c'est le diagnostic et l'analyse de votre entreprise, la valorisation, l'élaboration d'un dossier de présentation, la recherche et la qualification de repreneur, et puis la réorientation vers des conseils spécialisés. Côté repreneur, et là c'est important, il y a les aides à la recherche d'entreprise, il y a l'accompagnement et l'analyse des opportunités, il y a l'appui technique pour l'élaboration du dossier économique et la sollicitation des aides régionales, ce qui a été le cas pour Jamel. Et puis, il y a des formations. Nous avons une formation sur les 5 jours pour entreprendre et nous avons une formation pour les repreneurs, notamment repreneurs spécialisés, qui est au niveau de notre CCIO avec mon confrère et mon collègue Vincent Segar. On passe à la phase questions-réponses. Matière première. Allez, je reprends. Pour les aides locales et régionales, oui, c'est plutôt l'organisme local. Si vous êtes sur une reprise d'entreprise qui se situe dans le secteur d'Occitanie, c'est le lieu où vous envisagez de vous installer. Donc, c'est la CCI du lieu d'installation qui va être compétente pour répondre et pour solliciter les organismes. Donc, dans le cas où vous envisagez de reprendre une entreprise au niveau local, notamment, je parle d'Initiative Turn parce qu'on a le réseau, je travaille avec Olivier Debray, je travaille avec Coralie Vicens par rapport à la partie reprise. Donc, il y a un réseau, un maillage qui se constitue au niveau local. Donc, il est plus facile au niveau local de se positionner. Quand vous avez une entreprise en Occitanie, vous me dites Toulouse, c'est ma collègue Laurie. Vous me dites l'Aveyron, c'est un autre collègue qui sera en charge du dossier. Donc, il est pertinent de s'adresser à l'entreprise, à l'organisme local pour une entreprise située dans le giron de la CCI en question. 2. Le coût des matières premières a-t-il une influence? Oui, ça augmente, mais c'est pour ça que je vous disais, il y a une analyse du modèle économique à faire en amont et des incidences. Le secteur peut être en croissance, les matières peuvent augmenter, potentiellement ça va minorer un peu ma marge, mais le coût des matières premières, je prends le cas, je n'ai pas pris l'exemple, j'ai une entreprise qui se situe dans le secteur de la fabrication métallique qui a vu son coût exploser et pourtant la cession s'est faite. Pourquoi? Parce qu'on est sur un modèle économique en développement avec des contrats récurrents, avec un volant d'activité qui permettait d'absorber un peu les marges. Vous n'absorberez pas tout, mais vous absorbez les marges. Et donc, si les matières premières augmentent, forcément, vous allez avoir quelques points de marge qui vont diminuer,
Mais si cette augmentation vient ronger substantiellement les marges, c'est que le modèle économique dès le départ tanguait un peu et qu'au final, les marges de l'entreprise avaient été très contraintes, très limitées. Jamel, peut-être que vous qui avez vu Pour ce les qui nous matières premières concerne, augmenter. les prix ont augmenté de manière franchement très importante. C'est de l'ordre de 30 à 40%, le PVC ou tous les accessoires qui sont liés à la plomberie, le sanitaire. À côté de ça, on a toutes les machines, pompes à chaleur, les poêles granulés, tous ces équipements un peu spécifiques qui viennent aussi de tout, enfin, surtout de l'Allemagne et de Tchécoslovaquie. Donc, ces machines atlantiques de Dietrich sont toutes avec des puces et des éléments assez compliqués. Et donc, ils sont soumis à ces contraintes et un peu à ce stress qui grandit un peu partout dans le monde. Et donc, ça a une incidence sur les prix de l'ordre de 30 à 40%, et c'est énorme pour nos clients. Et à côté de ça, c'est les délais. Les délais d'approvisionnement, aujourd'hui, ce n'est même pas une histoire de dire que de 4 semaines, on est passé à 8 semaines, c'est qu'on n'est même plus capable de répondre à nos clients. C'est-à-dire que tant que les pièces ou les équipements ou les matériaux ne sont pas là dans nos stocks, on ne peut même pas le confirmer à nos clients parce que nos fournisseurs nous disent on vous donne un délai, mais on ne le garantit pas. Et ça, c'est vraiment la contrainte la plus difficile à expliquer à nos clients. Et on essaye d'expliquer, mais bon, parce que la plupart d'entre eux comprennent, puisqu'ils regardent la télé, ils voient ce qui se passe. Mais on a donc les prix qui augmentent sur les matières premières, les puces ou tout ce qui est électronique et qui a une incidence sur les machines qu'on peut faire importer. Et la troisième chose, c'est le prix des transports. Les containers, le transport fluvial ou les camions. Tout ça, ça a quasiment doublé, voire triplé, si je ne dis pas de bêtises, pour les prix au transport. Donc oui, ça a une incidence importante, mais ça n'a pas fait baisser la demande de nos clients pour ce qui me concerne dans mon domaine. Il y a une demande dans ces secteurs-là, donc elle reste présente, mais il y a une difficulté à donner des délais ou à contenir des prix. Aujourd'hui, on est transparent avec nos clients et on fait baisser nos marges sur les peines et soins qu'on appliquait autrefois sur nos matières. On ne les applique quasiment plus pour justement faire passer des devis. D'accord. Donc ça, le Covid, comme la crise ukrainienne, parce qu'on le voit avec l'augmentation du gaz pour le secteur du transport, tous ces aspects-là ont une incidence sur le fonctionnement de l'activité. Pas forcément sur le marché de la cession reprise, mais sur le fonctionnement de l'activité. Et donc, pour certains, c'est pour ça qu'il y a un diagnostic stratégique qui est à faire cédant et repreneur avant de se positionner, parce qu'au final, vous allez dire, est-ce que le modèle économique tel qu'il est, avec l'environnement économique actuel, en cas de retournement, disposerais-je des marges de manœuvre pour aller capter de nouveaux clients? Jamel vient de le souligner, les clients ne sont pas partis. Il y a juste un dialogue un peu plus délicat quand ils demandent quand est-ce que vous allez m'installer ma pompe à chaleur. J'attends que ça me livre. Et vous avez un carnet de commandes qui augmente pour certains secteurs d'activité avec des délais qui se rallongent. Mais bon, ça, c'est lié, le contexte actuel n'influe pas sur la manière dont les entreprises se vendent entre elles, mais influe sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, l'analyse stratégique que vous devez porter quand je suis cédant, quand je suis repreneur, est-ce que cet impact-là va diminuer potentiellement la valeur ou pas de mon entreprise? Oui, parce que si je perds un peu plus de marge, forcément, je n'ai plus les mêmes ratios économiques, mais en même temps, si j'ai des capacités de retournement, en principe, ça devrait rouler. Il y a une question sur les audits de l'entreprise par un expert comptable, si je peux me permettre. Oui. Alors, si on demande une audit chez un expert comptable avec des documents qu'on lui apporte ou qu'on lui transmet par mail et qui fait une étude chez lui sans avoir à se déplacer, c'est entre 600 et 900 euros. Et si on doit le faire se déplacer, il faut compter autour de 1 500 euros entre sa journée et puis l'analyse des informations. S'il ne passait qu'une seule journée ici dans le bureau, les chiffres que j'avais, c'était de l'ordre de 1 500 euros. Là, aujourd'hui, il faut vous dire qu'une prestation d'expertise comptable, en principe, c'est pour ça que ça fait partie de la lettre de mission. Quand vous allez choisir votre conseil, vous lui dites, OK, moi, je vais reprendre l'entreprise, mais je vais travailler avec vous.
Et donc, dans la discussion que vous allez avoir avec le conseil, l'audit, vous allez me le faire. Okay, bon, il va avoir un prix. Ce prix peut être lissé sur les charges que vous allez supporter pendant la première année. Donc, c'est aussi la pertinence de se dire je m'appuie sur un conseil avec lequel je vais travailler parce que ça vous lisse ces charges-là sur l'année. Si vous faites appel à un prestataire externe, il est vrai que dans le Tarn, entre 700 et 1500 euros pour un audit avec ou sans déplacement et un avis de valeur. La valorisation d'une entreprise, et à elle seule, on est entre 700 et 800, selon les experts comptables, ça peut aller jusqu'à 5 000 euros pour certaines entreprises quand vous amenez les éléments. Mais néanmoins, la moyenne, on sait qu'entre 700 et 1500 euros, on peut avoir un avis de valeur qui peut être intéressant. Bon, on est arrivé au bout de cet élément. On espère avoir répondu aux différentes interrogations. On a posé un panorama. Nous avons fait le choix de ne pas aller de manière très technique sur certains aspects parce que ce n'est pas 1h30, c'est 2 heures. Et là, vous voyez, ça nous a occupé quand même 1h45 déjà. En tout cas, merci d'avoir suivi ce webinaire. Nous proposerons un prochain webinaire sur la croissance externe pour les cédants et repreneurs et sur la partie vente de fonds de commerce, cession du fonds de commerce ou cession des titres, que dois-je faire ou quelle est la meilleure option, de manière à vous permettre de continuer sur cet aspect-là. Je réfléchis à ce que je dois, si je cède en 2022 ou pas, et puis je réfléchis à la forme avec laquelle je cède, et entre les deux, on voit s'il est pertinent ou pas de faire de la croissance externe. Donc, merci à vous. Je ne sais pas s'il y a encore une question, je vois que c'est… De ma part, en tout cas, pour moi, je vous remercie à tous. C'était bien agréable. Et puis, au travers de Mohamed, je reste disponible si éventuellement quelqu'un a envie d'échanger avec moi au téléphone en tant que témoin un petit peu de ce qu'on a fait ici. Je peux éventuellement échanger avec qui que ce soit. Okay. N'hésitez pas, la Maison Calvérac est ouverte à tout ça. Merci. Merci Jamel. Merci à tous pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Et puis en attendant, n'hésitez pas, la CCI, les portes de la CCI sont totalement ouvertes et ouverts à la fois aux cédants comme aux repreneurs et nous ferons le nécessaire pour maximiser vos chances de réussite. Bonne journée à vous, bonne fin de matinée et au plaisir. À très bientôt. Au revoir. Merci Jamel et à très bientôt.